Hello tout le monde, j'espère que tout va bien. Bienvenue en ce magnifique dimanche. J'aime bien dire ça parce que c'est une phrase générique qui ne veut rien dire. Bienvenue en ce magnifique dimanche de fin de semaine. Putain, on dirait un média généraliste, faut que je me calme. Alors, je vous rappelle que ce live est le vôtre. Oui, c'est un live dont vous êtes les héros. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à intervenir. Je ne suis pas assez célèbre pour vous snober. Je ne suis pas en train de dire que les gens célèbres vous snobent, hein, même si c'est le cas. Mais techniquement, c'est pas vraiment le cas en fait. Enfin, si, techniquement, c'est le cas, mais éthiquement, moralement, c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps parce qu'il y a trop de messages. Voilà. Mais au final, ils vous snobent, c'est comme ça. Et donc si un jour j'étais très célèbre, du coup, bah, je serais obligé de vous snobber puisque quand on est très célèbre, on n'a pas le temps de lire tous les messages. Donc profitez-en. Donc ce live vous appartient et c'est le seul en fait, hein. C'est le seul live où la personne n'est pas assez célèbre pour que vous puissiez comme ça un petit peu vous poser des questions et interagir et prouver que l'intérêt de Twitch n'est pas dans le fait d'entendre juste un mec parler, sinon bah, il y a YouTube pour ça, il y a Patreon. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai un compte Patreon, n'hésitez pas à y faire un tour. Ah, je vous rappelle que la force de Twitch, c'est le live, donc c'est la discussion, donc c'est les échanges, contrairement à ce que beaucoup essaient de contrarier, beaucoup essaient de faire penser le contraire. Mais non, c'est ça, cherchez pas, hein. Twitch, c'est les échanges. C'est vous, les héros de Twitch. Sauf que quand vous allez voir des gens célèbres, bah, c'est bête. La liberté qu'on vous octroie, vous vous asseyez dessus. Et finalement, vous perpétuez, vous relancez un système de vedettariat à la YouTube. Alors que c'est vous les stars. Eh oui, Twitch est fait pour vous en fait. Mais oui, je sais, c'est comme ça. Le monde est à l'envers. Je sais. Voilà, on capte pas tout. On comprend pas toujours. Après, c'est trop tard quand on comprend. On fait oh non, je lui ai donné beaucoup d'argent et en fait c'est un violeur. Oh là là, il est dans sacrés influenceurs. Oh non, je croyais que c'était le gentil et en fait il a tapé sur le gentil. En fait c'était lui le méchant. Oh là là. Hein, vous avez vu les histoires récemment avec des éditeurs de manga entre guillemets. Bref, tout ça va très très loin. Faites attention. Faites attention à vous. Faites attention aux gens que vous suivez. Soyez dur. Ouais. Mieux vaut voir le mal partout que le voir nulle part, ça je vous assure. Il vaut mieux que vous fassiez une erreur dans le fait d'être un peu trop paranoïaque que de ne pas l'être assez. Parce qu'on est quand même dans une société moderne où il y a de l'entubage un peu à tous les niveaux. Voilà, on va pas se mentir. Alors, qui est là? Attendez. Eh oui, c'est obligé ça, il faut quand même regarder les bonjours. Je vois Clem qui est là, qui nous dit salut, hello, avec beaucoup de lettres. Et du coup, ça me rappelle un certain Riegel, qui était un vieux monsieur dessiné par Gonagai, qui était récurrent dans ses œuvres. Je sais pas s'il l'appelait, je sais plus comment il l'appelait, parce qu'il y avait Moustache. Alors Moustache, c'était chez Tezuka. Tezuka, il a un bonhomme comme ça qui revient tout le temps, qui a des moustaches. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Et Gonagai, il avait plusieurs personnages qui revenaient, qui venaient en fait d'un manga qui s'appelle L'école impudique, j'en avais déjà parlé. Et dans Goldorak, eh bien, il y a ce personnage qui s'appelle en français Rigel. Donc Rigel étant, je crois que c'est une constellation ou une étoile. Et donc ce personnage-là était récurrent. Voilà. Et donc en français, il y avait un chouette doublage où en fait c'est un petit vieux qui rêvait de parler avec les extraterrestres. Alors c'était assez amusant parce qu'il avait à côté de lui le prince de Fort, qui est un extraterrestre. Donc ça l'épatait pas. Il avait Goldorak, qui est une technologie extraterrestre, ça l'épatait pas. Non, non, il essayait de parler aux ovnis. Donc en fait c'était une critique du fanatisme des gens qui croyaient aux extraterrestres à cette époque-là. Et donc dès qu'il voyait un ovni, il essayait comment dire ça, de créer une communication. Et il avait des façons un peu particulières de faire, à tel point que des chansons, il y a une chanson, il y a un morceau en remix qui lui a carrément pris des samples de sa voix, et ça donne à peu près ça, vous voyez, il disait Do you speak martien? Voilà ce qui est assez drôle, donc il parlait anglais aux extraterrestres, et il appelait Oh, oh la soucoupe, il était même un petit peu violent dans ça, vous voyez. Oh la soucoupe! Genre elle était le centre du monde, donc ce qui est une critique évidemment de l'humanité. Ah, oh, la soucoupe, do you speak martien? Voilà, donc ton salut, hello me fait penser à Do you speak martien? Oh, oh. Voilà, c'était une chanson, faites des recherches. C'est un vieux truc des années 80 oublié. Alors, il y a Anne Kitous qui est là aussi, qui nous dit salut à Yenke, donc salut Anne Kitous. Tanatana est là, il nous dit yo tout le monde. Clem c'est là, qui nous dit ça faisait longtemps. Ah, il parle à quelqu'un d'autre. Tanatana, donc. On a Artalis qui est là, qui nous dit coucou. Voilà, voilà. Il y a Shadow qui brille, mais j'en parlerai à la fin. Il nous dit bonjour à tous. Où est paisible? Je ne sais pas. Il va sûrement arriver. Ah, je vois un message là, ça doit être lui. Il est là, il nous dit ya allô, comme d'habitude. Alors,
On a Kafka qui est là, qui nous dit coucou. Il a un nom qui fait penser à un écrivain, Kafka, et qui fait penser à un méchant de Final Fantasy. Kafka. Kafka. Donc c'est une espèce de mix des deux personnages. Alors. Static Shock est là, il nous dit salut à tous. Eya c'est là, il nous dit bonjour tout le monde. Novella c'est ici, qui nous dit salut. Voilà, voilà, je crois qu'on l'a à peu près fini avec les bonjours. J'essaie de pas trop m'éterniser sur les bonjours. Je l'ai déjà dit, je pense que c'est pas forcément un truc agréable. Il y a Valraen qui est là, qui nous dit hello. Goysan aussi, qui nous dit hello avec plus de O. Le Maxaf nous dit bien le bonjour à tous en ce chaud dimanche. Ouais, c'est un chaud dimanche, toute la semaine a été chaude en fait. Il y a Yous qui est là, qui nous dit salut l'équipe, comment va? Soundtrack t'es là aussi. Soundtrack peut-être un fan de musique? Soundtrack, je sais pas. Qui me dit salut NK. Est-ce que tu as lu des œuvres de Gonagai? Si oui, lesquelles? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, j'ai jamais terminé une œuvre de Gonagai, pour la simple et bonne raison, non pas que je n'aime pas, voilà, mais que c'est très cher, parce qu'en fait Gonagai ne marche pas en France, et donc c'est des petites maisons d'édition qui les éditent. Donc acheter un volume, ça va, c'est dans mes moyens. Acheter la collection, difficilement. Donc je connais Gonagai par expertise en fait. C'est-à-dire que j'ai étudié Gonagai, mais j'ai jamais fini une de ses œuvres. J'ai jamais pu finir une de ses œuvres. Voilà, donc il y a Devilman, voilà. Bon, j'avais lu un ou deux tomes. Il y a Mazinger, parce que Mazinger, j'ai eu de la chance aussi. Alors, Mazinger, c'est bien lui, mais j'allais rajouter, il y a aussi Grandizer. Mais Grandizer, je crois qu'il n'a pas tout fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de l'archéologie dans les vieux mangas, on se rend compte qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose donc Grandizer, c'est Robot UFO Grandizer, c'est Goldorak, hein. Et donc avec Duckfeed, etc. Et on l'a eu en manga ça. Je sais pas si je crois que c'était Dynamic Prod, hein, justement, la boîte de Gonagai qu'il avait édité. Et je sais qu'il n'a pas fait grand-chose. En fait, il existe quoi? C'est peut-être un one-shot, hein, sans déconner, hein. Grandizer, c'est un one-shot qui a été fait après la série, donc c'est juste une tentative en fait de profiter de l'aura de la série. C'est pour vous dire, hein, Gonagai et Goldorak, en fait, c'est lointain. C'est des liens très lointains. En fait, Grandizer, enfin Goldorak, c'est plus une série de la Toei qui s'inspire de Mazinger. Voilà, qui s'inspire en fait du travail de Gonagai, si on veut le dire clairement. Mais voilà, c'est un spin-off parce qu'on retrouve Koji Kabuto quand même, qui est Alcor en français. Et Koji Kabuto, c'est un personnage de Grandizer. Sauf qu'il y a un problème, c'est pour ça que pour moi c'est deux mondes différents. Koji Kabuto, c'est pendant 2 ans il a combattu les extraterrestres dans Mazinger Z. Donc il est super doué en fait, vous voyez, c'est un pilote de robot incroyablement doué. Et dans Grandizer, on a comment on peut dire ça, une invasion extraterrestre à nouveau, et c'est Duckfleet qui la combat. Et alors que Alcor, enfin donc Koji Kabuto pourrait l'aider avec le Mazinger Z, le robot, il dit non, je vais pas le prendre, il est dans un musée, j'ai promis de plus jamais l'utiliser. Non mais une promesse, ça tient pas devant l'invasion de la Terre et et la possibilité d'être éradiqué. Donc il dit voilà, je suis journaliste maintenant, j'enquête sur les extraterrestres, il nous dit en français. Ça n'a aucun sens. Donc c'est plus qu'un spin-off, pour moi c'est un remake en fait, je sais pas comment dire. C'est autre chose, c'est un autre parallèle, Grandizer. Je sais que les fans de Goldorak, ça les énerve d'entendre ça, parce qu'ils pensent que Goldorak est une œuvre principale, mais pas du tout. Goldorak, c'est l'œuvre de la Toei qui s'inspire du travail de Gonagai, sur Mazinger Z principalement. Et c'est une tentative finalement de faire une œuvre qui n'appartient pas vraiment à Gonagai. Alors je sais qu'il lui paye des droits parce que on considérait qu'il était un peu l'inventeur du robot géant, enfin à ce moment-là, avec son Mazinger Z. Faut reconnaître qu'avant lui, il n'y avait jamais eu de héros qui avait un robot géant, donc c'est le premier à l'avoir fait. Mais je pense que la Toei n'aimait pas trop payer ses auteurs. Enfin, je le dis comme ça, c'est l'impression que c'est pas qu'une impression, parce qu'ils l'ont trahi aussi. Ils ont vendu les droits de Goldorak à la France sans lui dire, donc ça s'est fait dans son dos. Donc il y a aussi, ils avaient inventé un nom d'un scénariste qui n'existait pas. Je sais pas si sur Grandizer c'est le cas, mais il y a pas mal de séries de robots géants de la Toei où en fait il y a un nom, c'est un type qui n'existe pas. Ouais, c'est un peu comme Alan Smithy, vous savez, aux États-Unis, quand on ne veut pas signer un film, on se fait appeler Alan Smithy. Ils avaient inventé un nom, et il y a 3-4 séries, en fait, c'est un type qui n'existe pas. Donc c'est la Toei qui. Et ça se sent sur Grandizer, parce que Grandizer, les scénars sont pas tip top quand même, hein. Si vous revoyez un jour Goldorak, vous y ferez attention. On sent que, heureusement qu'il y a eu Mazinger Z avant, parce que Gonagai est beaucoup plus carré sur les scénarios. Il y a des idées, Gonagai. Mais Grandizer, c'est un ressucé, mais c'est beau par contre, voilà, c'est une belle série, ils ont mis les moyens. C'est-à-dire que la Toei, puisqu'ils n'avaient pas vraiment d'auteur, sur Grandizer, ils ont mis des sous, et du coup on a Shingo Araki, Michi Meno, j'en ai déjà parlé, surtout sur Patreon, hein. J'ai tout un podcast comme ça pendant 5 heures sur Gonagai, c'est le dernier que j'ai fait, voilà, si ça vous intéresse, allez l'écouter. Là il y a tout en détail, voilà, je vous raconte tout, hein, la vie de Gonagai,
les différentes œuvres, etc. Donc oui, Gonagai est un type super intéressant, mais en France, il y a une espèce de malédiction. Bon, c'est un gars qui est difficile à obtenir. Je crois que j'avais vu des animés aussi, j'ai vu plusieurs animés qui étaient tirés de ses œuvres. Il y en a une qui était assez intéressante, je ne retrouverai pas le titre. Je me souviens juste que le héros à un moment bouffe une femme araignée géante, voilà, donc c'était assez horrible. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Et c'était dans un cycle qui s'appelait le cycle manga, qui passait dans toute la France, où en fait il y avait plusieurs films. Et parmi les films, ils avaient choisi un Gonagai, ce qui était assez audacieux, parce que c'était assez violent. Et j'en ai gardé un bon souvenir, voilà. J'ai un jeu vidéo aussi, tiré d'une œuvre de Gonagai sur PC Engine. Je ne retrouverai pas le titre, c'est un titre en japonais. Mais la pochette est de Gonagai, c'est assez sympa. C'est. J'ai Kujakuo en tête, mais c'est pas ça. Mais ça doit ressembler. C'est peut-être Suzakuo, peut-être. Peut-être Suzakuo, peut-être. Peut-être. Voilà, bref. Alors, comme dites-vous? Il y a Shadow qui dit il a proposé des designs sur Goldorak, je crois, ou l'un de ses assistants. Alors ouais, c'est compliqué. Il a, en fait, c'est pas vraiment lui. On lui a demandé le design de Goldorak, mais il a été chercher son meilleur assistant pour les mechas. Et en fait, le dessin, quand on connaît son assistant, il tient plus de son assistant que de Gonagai. Encore une fois, Gonagai chapote, mais c'est pas vraiment lui. Par contre, avant Grandizer, il y a eu un film. Je ne retrouverai pas le titre, mais c'est un film qui a influencé Goldorak. C'est-à-dire qu'ils ont fait un film, encore une fois la Toei. Hein. Je crois que justement, c'est un film où il y a le fameux nom, le prête-nom. Il n'y a pas vraiment d'auteur, c'est la Toei en fait qui fait des expériences. Et il y a déjà le principe du mecha avec la soucoupe, le fameux arrimage en français, en un seul mot. Hein, donc il y a cette idée qui revient. Donc il y avait en fait Grandizer, c'est un peu le descendant d'un film de la Toei où il y avait déjà les prémices de Grandizer. Mais c'est compliqué. Grandizer en tout cas c'est pas juste une œuvre de Gonagai, c'est très compliqué. C'est une œuvre qui a plusieurs parents et c'est un vrai bordel en fait. Voilà. Et je sais pas s'il n'y a pas 10 animateurs différents. Enfin, il y a un nombre de réalisateurs, d'animateurs incroyablement différents qui ont travaillé sur cette œuvre. C'est très bizarre. D'un épisode à l'autre, d'un design à l'autre. Faites des recherches sur internet, vous verrez, il y a toutes les têtes d'Actarus selon les animateurs et c'est fou quoi. Parfois la série prend 5 ans d'âge, parfois elle prend. On dirait qu'elle a 5 ans d'avance, parfois on dirait qu'elle a 5 ans de retard. C'est une espèce de melting pot. C'est une étrangeté, Goldorak. Et elle a fait un tabac en France, alors que Gonagai est passé complètement inaperçu. On n'a rien eu d'autre, alors que c'était un auteur brillant, très intéressant. Si on va être précis, on a eu une autre œuvre de lui. En vérité, on en a eu deux, mais elles sont passées totalement inaperçues. On a eu une diffusion très très tardive de Mazinger Z sur la 5, Feu la 5, donc une chaîne qui s'est éteinte, la chaîne de Berlusconi. Notre ami italien, un petit peu facho, enfin il était particulier, Berlusconi. Et aller faire des recherches sur lui en Italie, c'était un drôle de bonhomme. Enfin, en tout cas, c'était un possédant, voilà, comme on en a beaucoup en France, comme les Bernard Arnault, etc. Donc c'était acheter une chaîne en France, donc c'est la classe. Hein. Et ils avaient diffusé Mazinger Z, comme Ultraman d'ailleurs, qui avait été diffusé, mais c'est passé totalement inaperçu. Ça a été diffusé à des heures impossibles, quoi. C'était des heures improbables. Et on a eu, dans le club Dorothée, on a eu Chez Miel, voilà, Ketioni, qui était pareil, très très vieux, avec un doublage qui était limite. Je me rappelle qu'il y avait la voix de Angela de Madame et Servie, je ne retrouverai pas la comédienne, en fait des recherches, qui fait la voix de l'héroïne de Madame et Servie, une vieille série des années 80, qui a une voix difficile à oublier, et elle faisait beaucoup de voix. Dans mon souvenir, elle était un peu. On a l'impression qu'elle faisait toute la série elle seule. C'est le souvenir que j'en ai. C'est sûrement pas vrai. Hein. Ouais, et bah d'abord c'était très vieux et ça a été diffusé dans le Club Dorothée au moment où le Club Dorothée avait beaucoup de problèmes avec la censure. Hein. Rappelez-vous que des politiciennes ont attaqué le Club Dorothée pour tenter de faire retirer les dessins animés japonais. Ce qui les dérangeait, c'était les dessins animés japonais, étonnamment. C'était pas ce qu'il y a eu par la suite qui était encore pire, c'est-à-dire les séries françaises, les Pas de pitié pour les croissants, le miel et les abeilles, qui pour moi étaient pires que les animés japonais. C'était régressif à un point, mais alors ça a forgé toute une génération de jeunes garçons et de jeunes filles pas très brillantes, je pense. Parce que c'était le degré zéro de la fiction. Voilà. Ouais, comme dit Yami-sama, Gonagai a inspiré tellement de monde, effectivement. Berserk, entre autres, oui, Evangelion, Shingeki no Kyojin, tout à fait. Gonagai a une influence forte. Pourquoi? Parce que c'était un auteur, pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi ce mec? Parce que si un jour vous faites des recherches, vous verrez que Gonagai,
graphiquement, il a un style très japonais qui fait pas envie, quoi. C'est un peu comme Masami Kurumada. Senseiya, moi j'aimais beaucoup la série, surtout à cause des musiques. Et quand j'ai lu les mangas, j'ai souffert, j'ai tout lu, hein, et je les ai revendus, c'est pour dire. Hein, voilà. Donc j'avais du mal, parce que c'est très japonais, c'est-à-dire que c'est très plat, y a pas y a pas de contraste. On dirait des espèces de. On dirait que les auteurs ont un tampon, vous voyez, et les visages c'est le même tampon tout le temps. C'est très japonais, je suis pas très fan de ça. Et Gonagai c'est un peu ça aussi, même si c'est différent, je suis pas très fan non plus. Mais c'est un type qui avait honte de rien, quoi. Je pense que Gonagai a dû créer des systèmes de censure au Japon. Le mec, il avait peur de rien, Gonagai. Et ça, c'est assez étonnant. Et je pense il le faisait pas exprès. Je pense que c'était vraiment dans sa nature, par contre. Gonagai était quelqu'un qui aimait mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et il l'a fait toute sa vie. Il a mis des coups de pied dans la fourmilière. Du coup, ses œuvres ont marqué énormément de monde. Même Urusei Yatsura. Urusei Yatsura, c'est pour moi une espèce d'école impudique 2.0, on va dire le côté sexy. Bien que c'est un peu sexy parfois Urusei Yatsura, mais c'est pas les profs qui courent après les filles. Voilà, dans, dans l'école impudique. Ce qui est drôle, c'est que je suis convaincu que Mamoru Oshii, qui a réalisé la série Urusei Yatsura, je suis convaincu qu'il connaissait bien l'école impudique et que il s'est permis, dans son adaptation très personnelle d'Urusei Yatsura, de mettre de l'école impudique. Ce que Rumiko Takahashi n'a pas fait. Et il n'est pas impossible que Rumiko Takahashi déteste, parce qu'elle déteste la série Urusei Yatsura. Enfin, elle déteste, c'est peut-être un peu fort, mais elle n'aime pas l'adaptation, la vieille adaptation d'Urusei Yatsura, qui pour elle n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle fait, et c'est tant mieux, parce qu'Oshii, pour moi, a largement amélioré le travail de Takahashi. Takahashi, elle est gentille, mais elle est très. C'est très sage ce qu'elle fait, voilà. Oshii a été beaucoup plus loin. Donc il y a Urusei Yatsura, la série animée, en fait c'est Gonagai c'est l'ombre de Gonagai sur Urusei Yatsura. Voilà. Shadow qui nous dit Midi les Zouzous diffusait toujours des vieux animés japonais entre midi et deux. J'ai pas trop connu Midi les Zouzous, c'était peut-être une chaîne du câble, non? J'ai pas eu le câble, donc il y a plein de choses. Par exemple, moi j'ai pas pu assister à la diffusion de Naruto et de One Piece, voilà, qui avait été diffusée sur le câble et qui explique leur succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est deux séries légendaires. Pourquoi? Bah parce que simplement les enfants ont eu accès, quoi. Voilà. C'est étonnant de voir le succès d'une œuvre comme Hunter x Hunter ou d'œuvres comme Berserk qui n'ont pas été diffusées à la télé. C'est-à-dire qu'elles sont faites toutes seules. Alors que One Piece et Naruto, ils ont eu un Pokémon aussi. Ils ont eu un soutien médiatique français incroyable. Voilà. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Shadow nous dit Gonagai avait l'air d'avoir vraiment beaucoup d'ambition, je trouve. L'idée même de vouloir faire comme Tezuka, c'était culotté, non? Alors c'est compliqué, c'est pas comme ça en fait que ça marche. Il n'avait pas le choix. C'est bizarre hein, ce que je te dis là. Il n'avait pas vraiment le choix. En fait, Tezuka, on dit que c'est le dieu des mangas pour une bonne raison, c'est que c'est un gars qui a bouleversé l'industrie du manga. Après lui, il a eu un assistant qui a pas bouleversé à ce point-là, mais qui a marqué les esprits. Déjà parce qu'il a créé des séries Sentai, ou plutôt Tokusatsu pour être plus précis, ou plus généraliste, du coup, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a le Sentai, il y a le Space Sheriff. Bref, il a créé des séries Tokusatsu qui existent encore. Moi j'appelle toujours Rider, parce que j'oublie, c'est Kamen Rider. Ouais. Kamen Rider, donc c'est un assistant de. Et au Japon, Kamen Rider, c'est attention, je sais pas comment dire, c'est une œuvre sacrée, quoi. C'est un truc monolithique qui bouge pas et qui est là tout le temps. Et ça, donc, c'est l'élève de Gonagai. Et en fait, pas de Gonagai, pardon, de Tezuka. Et en fait, Gonagai voulait être l'élève de Tezuka, et quand il a vu, quand il a rencontré les assistants, qui ressemblaient à des zombies, il s'est dit, je pourrais jamais tenir ce rythme. Oui, parce que Tezuka, Tezuka ne refusait jamais une proposition d'édition. Donc Tezuka, il travaillait sur 10 séries en même temps. Du coup, les assistants, c'était les zombies, quoi. Ils en pouvaient plus. Voilà. Et quand il les a vus, il s'est dit, ah non, hors de question. Et il a été travailler avec Kishinomori, donc l'assistant de Tezuka, qui lui s'était détaché de Tezuka pour créer ses œuvres. Donc celui qui a créé Cyborg 009, celui qui a créé donc Kamen Rider. Il s'est mis à travailler pour lui. Il a aussi créé la série Senkukai, qui s'appelle pas Senkukai, qui est un joli titre en japonais, qu'on a eu en France, étonnamment. Et qui est une série live, c'est un tokusatsu, voilà. Qui en fait est une tentative de refaire Star Wars au Japon. Parce que Star Wars était sorti aux États-Unis, il est sorti un an plus tard, je crois, au Japon. Et pendant ce laps de temps, cette année-là, il y a une boîte qui s'est dit, ben nous, on va essayer de faire un. On va pas attendre que les Américains aient du succès avec Star Wars, on va faire notre Star Wars. Et ils ont fait un Star Wars du très très pauvre,
qui s'appelait donc en France Sankukai. C'était un film au départ qui s'appelle Message from Space, un nom comme ça, que j'ai vu. C'est très dur à regarder, j'ai vraiment du mal. Je suis pas très fan en fait de Ishinomori. J'ai bien aimé quand j'étais très jeune, j'ai eu la chance de faire très jeune. Quand j'étais ado, j'ai eu la chance de tomber sur une cassette vidéo qui était un film de Cyborg 009 ou 007, oui 009 plutôt, 109. Oui, parce que c'est 9 personnages, chacun d'une nationalité différente. Voilà, il y a un Allemand, il y a une Française, c'est la fille. Enfin, la fille, c'est une Française. Le héros, c'est un Japonais, évidemment. Et un Américain, voilà. Et c'était un concept amusant, qui a un côté Tezuka déjà. Donc, c'est-à-dire que Tezuka les a inspirés fortement. Et Gonagai n'a pas le choix, c'est que Gonagai a grandi avec Tezuka. C'est-à-dire que les premiers mangas qu'il a eu, c'est Tezuka, et il les lisait, il les relisait. Et c'est pas qu'il essaie de faire du Tezuka, c'est juste qu'à un moment, c'est un petit peu comme les Pong consoles. Les Pong consoles, je sais pas, il y en a eu des milliers, hein. C'est parce que les gens croient qu'il y a eu 10 consoles qui sont sorties. Mais en fait, avant la sortie de la NES, il y a un jeu qui s'appelait Pong, qui a fait un tabac en arcade, grâce à Nolan Buchner, qui a volé le concept à Baer, Ralph Baer, qui est l'inventeur de Pong, le véritable inventeur, hein. Il y a eu un procès et Nolan du coup doit débourser de l'argent pour Baer, qui est le vrai inventeur, qui est un type chic, hein, une espèce de Gunpei Yokoi très intéressant. Il a inventé plein de choses. Et Pong, en fait, à un moment, à une époque, il faut le comprendre, ça, les gens pensaient que ça serait le seul jeu. Je sais que c'est dur à croire aujourd'hui. Vous pensez que je me moque de vous, mais c'est pas vrai. À un moment, quand Pong est sorti, on se disait pas c'est un jeu vidéo, on disait c'est le jeu vidéo. Vous voyez, il n'y en avait qu'un. Et donc toutes les consoles faisaient du Pong. Il y a eu des centaines, voire des milliers de consoles. Et à Noël, il y a toutes les boîtes qui fabriquaient la console, parce que ça se vendait bien, la console Pong. Du coup, il y a eu des centaines, si ce n'est des milliers de consoles. Alors Brandt en a fait, toutes les boîtes, Philips en a fait, tout le monde a fait sa console Pong, et même Nintendo, ils ont fait deux consoles, je crois, Nintendo. Sauf que Nintendo, ils sont arrivés sur la fin, au Japon, et du coup, ils ont fait, c'est des Pong consoles un peu particulières, parce qu'en gros, il y a 20 jeux Pong dedans. Il y a des itérations de Pong. C'est Pong, mais genre, c'est Pong avec deux raquettes, c'est Pong, je sais pas moi, c'est Pong plus rapide, Pong turbo. Voilà, donc il y a plein d'itérations de Pong. À un moment, on avait l'impression que le seul jeu qui existait, c'était Pong. Et puis après, il y a un gars qui a fait un autre jeu. Alors, entre autres, il y a eu Breakout, parce que Breakout, c'est une itération de Pong. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en face de soi un adversaire, parce que rappelez-vous que Pong, ça se joue à deux, hein. Pong, si il n'y avait pas deux joueurs, ça marchait pas. Vous comprenez? À l'époque, il n'y avait pas ce que je vais appeler l'IA, ou il n'y avait pas le CPU, c'était pas l'ordinateur. Vous comprenez? On n'était pas capable de faire ça, hein. C'était impensable qu'un ordinateur joue contre un être humain. C'était impensable. Il y avait deux manettes et on jouait à deux. Ça, c'est un truc qui est un peu oublié, je trouve, dans l'histoire du jeu vidéo quand on en parle, et pourtant c'est hyper important. Pong se joue à deux et c'est tout. On pouvait pas jouer contre, ça n'existait pas. Enfin, vous imaginez un ordinateur qui joue contre un humain à cette époque-là, dans les années 70, c'est impensable. Personne ne se disait qu'un jour ce serait faisable. C'était impensable. C'était jouable à deux, ce qui était déjà très bien. Voilà. Et donc il y a un mec qui s'est dit, donc ça c'est Wozonski, c'est le mec qui bossait avec le créateur d'Apple, Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs en fait c'était quelqu'un qui avait des idées, mais techniquement il savait rien faire. Mais par contre il avait Wozniak, pardon, avec lui. Je sais plus, j'ai dit quoi, j'ai dit un autre nom, je me suis trompé. Donc il avait Wozniak avec lui. Et Wozniak, il a programmé Breakout. Et Breakout, c'est quoi? C'est simple, il a pris Pong, il l'a mis en vertical. Et au lieu de mettre en face ce qui est très malin, un autre joueur, il a mis des briques. Et le but, du coup, c'est avec ta raquette, c'est d'envoyer la balle contre les briques. Ce qui est génial parce que du coup, ça devient un jeu solo. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir et il n'y a pas besoin d'avoir d'IA, parce que tu as juste à taper sur un mur qui bouge pas. C'est malin. C'est très malin. Ça, on n'y pense pas, mais Breakout, ça a changé beaucoup de choses. Breakout, attention, c'est un jalon très important du jeu vidéo, mais qui est carrément oublié. Mais Pong, Breakout, et après Breakout, qu'est-ce qui se passe? Parce que Breakout part au Japon, et il y a un japonais qui joue à Breakout, et il dit putain, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bah, je vais remplacer la raquette par un vaisseau spatial. Parce qu'en ce moment, il y a Star Wars qui sort, et les trucs dans l'espace avec des vaisseaux, ça marche bien. Il a remplacé la raquette par un vaisseau spatial. Et il a fait bouger les briques de droite à gauche, et du coup les briques sont devenues des extraterrestres, et ça s'appelait Space Invaders, et ça a été un succès mondial. Vous voyez, donc c'est super important de ne pas oublier. Et encore une fois, pour l'instant, vous voyez, c'est-à-dire que l'ordinateur, c'est-à-dire que, comment vous expliquez ça? L'ordinateur ne joue pas, toujours pas. Et à un moment, il y a une console, c'était une console anglaise ou américaine qui est sortie, et c'était Pong, sauf que la raquette en face, c'était l'ordinateur qui l'a manipulé. Et c'était la première fois dans un jeu vidéo qu'il y avait une IA en fait, qu'il y avait
On peut appeler ça comme ça. Il y avait, bah oui, c'est une intelligence artificielle, même si c'est les prémices, même si c'est vraiment les tout débuts. Mais du coup, la raquette bougeait toute seule et elle réagissait vraiment par rapport, et c'était complètement fou. Et cette console n'a pas très bien marché et est tombée en désuétude. Mais en fait, des consoles qui ont raté comme ça, il y en a plein, plein. Avant la Famicom, il y a eu plein de consoles. Et il y a des choses dingues, par exemple dans l'histoire du jeu vidéo. La Wii, par exemple. Juste avant la Wii, il y a une console qui lui ressemblait énormément, qui est sortie par une autre boîte et qui avait les mêmes ambitions que la Wii, sauf qu'elle était plus éducative. Voilà. Et elle s'est un petit peu vendue, mais elle n'avait pas la puissance de Nintendo. Satoru Iwata, il a vu ça, il a compris le truc, mais il avait déjà ce genre d'idée, Satoru Iwata. C'est ça qui est troublant, c'est que quand on connaît l'histoire de Satoru Iwata, cette console qui est sortie avant la Wii, il l'a pas plagiée, parce qu'en fait Iwata allait vers là. Iwata, c'est un pote d'Itoi, le gars qui a fait Mother, qui s'appelle Earthbound en Occident, qui est un chef-d'œuvre de jeu vidéo. Et ces gars-là sont un peu des, je sais pas comment dire, c'est un peu des, comment on peut dire, des beatniks, je sais pas comment le dire. C'est un peu des philosophes, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est des mecs qui pensent pas comme les autres. Ils sont un peu à côté, Itoi et Iwata. Et la preuve, hein, si vous avez joué à Mother, si vous connaissez Mother, c'est un jeu qui est complètement décalé, hein. C'est un vrai chef-d'œuvre, hein. Surtout Mother 2. Enfin, le premier est un peu vieilli, mais Mother 2, moi je trouve que ça reste une claque, hein. Ne serait-ce que les musiques, le fait d'avoir un monde contemporain. Moi j'avais l'impression de jouer à Snoopy. Enfin, on dirait les Peanuts en fait. C'est un jeu qui a je sais pas comment dire, il a quelque chose de très occidental. Et en même temps, il n'y a qu'un japonais qui aurait pu faire ça. Donc c'est très intéressant. Et en fait, ces deux-là avaient ouais, des marginaux, nous propose Misama, mais c'est pas le mot que je cherchais. Ils sont perchés en fait, ouais. C'est des marginaux perchés. Ouais, parce qu'il est Itoi, on le connaît que pour Earthbound et il a pas trop fait une carrière dans le jeu vidéo, mais il a ouvert un site après sur internet où en fait il s'obligeait tous les jours à écrire sa journée en fait, un peu comme un agenda personnel, vous voyez, un journal intime. Et il a jamais arrêté. Et tous les jours, il raconte des trucs. Et en fait, ce site, il l'a lancé aux prémices d'Internet. Il n'a cessé de grossir. Parce qu'il y a des fans de Mother qui ont appris ça, qui ont été lire ce qu'il écrivait. Du coup, on lui a demandé des trucs sur Mother. Il a fini par ouvrir une espèce de boutique où il vendait des goodies de Mother. Ensuite, il a embauché des gens. Et carrément, maintenant, c'est une boîte. C'est une énorme boîte. Et je crois que c'est même un des sites japonais qui fait le plus de vues. Voilà. Et c'est le mec qui a fait Mother. Donc, c'est un mec complètement décalé. On sait qu'il emploie une centaine d'employés et que les mecs sont tous à la cool. C'est une boîte qui n'est pas du tout gérée à la japonaise. C'est un mec atypique qui a fait Mother. Et sa philosophie, c'est pas juste une philo, il l'applique au quotidien. Ça en fait un mec complètement décalé. Et Iwata s'est même inspiré de son site où il parle de lui tous les jours, enfin où il raconte sa journée, où il raconte des trucs quoi. Et on a eu, vous savez, comment c'était, Iwata raconte, c'était un nom comme ça. À un moment, il y a une série de vidéos. C'était Iwata, à propos d'Iwata, ou Iwata parle, je sais plus exactement le nom. Et en fait, c'est Iwata qui s'est inspiré de son pote Itoi. En fait, Iwata admire Itoi. Et Itoi admire Iwata. Iwata, c'était le technicien, c'était le mec, c'était le génie. Tu lui donnes un jeu vidéo, tu lui donnes un concept, il était capable de te faire un jeu vidéo. Carrément, le mec a été président de chez Nintendo, et ça, c'est rare, hein. Mais le mec était capable de programmer un jeu vidéo, quoi. Tu prends l'Occident, tu prends les présidents d'Electronic Arts, d'Activision. Pardon, hein. Je devrais pas rire. Je ris, mais parce que je pense à autre chose. Et je vous jure, hein, je me moque pas, je pense à autre chose. Et, et tu prends le président d'Electronic Arts et tu dis tiens, fais un jeu vidéo. Ou même tu dis tiens, fais un dessin. Tiens, écris une histoire. Incapable. En Occident, c'est des gestionnaires. C'est des mecs qui sont là pour le pognon. C'est des gros capitalos. C'est tout. Voilà. Iwata, c'est un passionné. La preuve, c'est que Mother 2, qui était un concept très particulier, qui a été lancé d'abord sur des idées, c'est-à-dire qu'ils ont concrétisé des idées, et ensuite ils ont décidé, donc je veux dire techniquement, hein, ils les ont concrétisés, et ensuite il fallait les rassembler, et c'est là où il y a eu un gros problème, c'est qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont fait venir Iwata, qui bossait pour HAL Laboratory, qui est la boîte qui a fait Arcana, je vous sortirai pas le nom, j'ai le jeu juste à côté de moi, je vous sortirai pas le nom japonais, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un Dungeon Explorer Arcana sur Super Famicom, dont j'adore les musiques. C'est une petite perle. Et donc ils ont demandé à Iwata d'aller sauver l'équipe qui bossait sur Icebound en Occident, enfin Mother 2. Et Iwata, quand il a vu le truc, il a dit bah c'est très simple. Il nous faudra 2 ans pour le terminer, ou alors si on reprend tout à zéro, 6 mois. Ils ont décidé de tout reprendre à zéro. Et ça a donné le chef-d'œuvre que vous connaissez. Il y a une légende sur Iwata qui dit qu'il aurait quasiment presque tout seul, j'y crois pas trop, mais il aurait presque tout seul créé le premier Smash Bros sur 64. C'est une légende. On dirait que le code, il en serait responsable. Mais il y a des légendes comme ça dans le jeu vidéo. Par exemple, le créateur de Sonic, Yuji Naka,
C'est Yuji Naka, il me semble. Yuji Naka, on dit que c'est lui qui a entièrement programmé le Ghouls 'n Ghosts, c'est-à-dire Dai Makaimura de la Mega Drive. Et la suite de cette légende, c'est que le créateur de... Parce que c'est Capcom qui a créé la série Makaimura. Et donc le créateur de Dai Makaimura, dont je ne retrouverai pas le nom, qui est un vieux nom, qui est un type super important, c'est lui qui a lancé en fait Resident Evil en choisissant Mikami pour travailler dessus. C'est un vieux de chez Capcom qui a fait plein de chefs-d'œuvre de chez Capcom. Et quand il a vu le résultat de son propre jeu sur Mega Drive, programmé donc manifestement par l'unique Yuji Naka, il a dit c'est impressionnant, il a même programmé les bugs. Il a même reproduit les bugs du jeu. Voilà, j'aime beaucoup cette légende. Voilà. Ouais, bref, je suis parti très loin, je reviens sur le chat. Je vous rappelle que les héros du live, c'est vous. Alors je remonte un petit peu. Il y a Shadow qui nous dit Iwata c'était un sacré programmeur. Ouais, tout à fait, je viens d'en parler. Qu'est-ce que tu nous dis de plus? Il avait développé un moyen de compression de données qui a permis d'avoir deux régions dans or et argent en quelques jours. Ah putain, quel génie. J'adorais Iwata. Il faut que je vous le dise. Vous savez qu'Iwata, lorsque Nintendo se portait pas bien, parce qu'il a sorti la Wii qui a explosé, mais rappelez-vous, après il a fait la Wii U, et la Wii U, ça a été un désastre. Et vous savez quoi? Le mec, il a divisé son salaire par deux. Ouais. Pour pas qu'on baisse trop le salaire des ouvriers. C'est-à-dire qu'il a dit, puisque c'est ma faute, je divise mon salaire par deux. Vous imaginez Emmanuel Macron qui dit les mesures que j'ai prises fonctionnent pas très bien, je suis responsable, je divise mon salaire par deux. Vous imaginez ça? Iwata, c'était un type bien. J'admire Iwata, vraiment. Je dis bien j'admire. Il est parti, mais les idées sont toujours là. J'admire Iwata. Et j'adore la Wii. Voilà, il fallait que je vous le dise. Vous le savez si vous me suivez depuis des années, j'adore la Wii. C'est une console folle pour moi, la Wii. Et à l'époque, je connaissais pas Iwata. Je jouais à la Wii, je connaissais pas Iwata. Je connaissais deux noms, mais je connaissais pas son histoire. Et maintenant que je le connais, je comprends pourquoi j'aime autant la Wii. C'est l'œuvre d'un type atypique qui s'est dit bah le jeu vidéo c'est pas que pam pam boum boum, c'est pas que du high score, c'est pas que du versus fighting. On peut faire des choses différentes. Et il avait raison. Et la DS, la Nintendo DS, c'est un témoignage de ça aussi. C'est une console différente, la Nintendo DS. Et je la trouve passionnante. D'ailleurs, je vous le dis, je rêve. Quand je rêve, en général, ça finit par se réaliser. Je rêve d'une Nintendo DS branchable en console de salon. Vous voyez, un peu comme la Switch. C'est-à-dire qu'on la branche et on utilise l'écran avec le stylet. Voilà, je rêve de ça en fait. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Je sais pas comment dire, c'est comme si la Nintendo DS était une espèce de premier jalon et il manque une suite. Et la Switch, elle est un peu trop timide pour moi, la Switch. Peut-être que la nouvelle Switch, elle s'orientera plus vers là, je sais pas. Mais je la trouve un peu timide, la Switch. C'est une console un peu trop consensuelle. Elle est intéressante, hein, mais elle est consensuelle. Je la trouve pas très originale en fait. Je crains que la défaite de la Wii U, qui précédait la sortie de la Switch, n'ait échaudé en fait Nintendo. C'est normal, hein. Tant que ça marche, on a du courage. Quand on se rate, après, on essaie de sauver les meubles. Et la Switch, c'est une console qui sauve les meubles. C'est une console faite pour se vendre, voilà. Mais c'est pas une console très originale. C'est dommage. Je retrouve pas le charme de Nintendo, l'inventivité, l'audace de Nintendo. Tacos qui dit le président d'Ubisoft qui présente Star Wars Outlaws en disant Star Wars Outlook. Voilà, très très bon. Alors, c'est qui C'est toujours les deux frangins, je sais plus leur nom. Les frères Guillermo qui sont à la tête d'Ubisoft. Parce que je peux vous parler d'eux si vous voulez. C'est intéressant parce que ils ont on va appeler ça leur prime jeunesse. Leur prime jeunesse c'est intéressante. C'est des gars qui tenaient une boutique. Bon, c'est des commerciaux, d'accord. Ils vendaient des jeux. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand ils ont vu la PC Engine, vous connaissez mon amour pour la PC Engine, c'est ma console préférée encore aujourd'hui. Quand ils ont vu la PC Engine, ils se sont dit cette console est géniale et ils ont décidé de la distribuer en France. Et donc ils ont créé un service de distribution de la PC Engine. Donc c'est service officiel, je crois, de distribution de la PC Engine, qui du coup s'est appelé Sodipeng. Vous voyez, genre service officiel de distribution de la PC Engine. Sodipeng. Et Sodipeng, donc c'est les frères, je crois que c'est Guillermo leur nom, hein. C'est ça, c'est les deux frangins qui sont à la tête d'Ubisoft qui ont distribué la PC Engine avec l'insuccès que vous connaissez. Mais il n'est pas impossible que si j'ai eu une PC Engine, c'est grâce à eux. Voilà. Quoique j'ai eu une Duo, je sais pas s'ils ont distribué la Duo. Mais voilà, cette histoire me plaît. Il y a aussi un truc qui me plaît avec Ubisoft, c'est qu'un jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est un jeu d'Ubisoft sur Amstrad, et ça s'appelait Zombie. Un jeu qui a dû sans doute beaucoup vieillir. Mais à l'époque, si on se remet dans le contexte, c'était un jeu incroyable. C'est un jeu qui arrivait à me faire peur, ce qui est assez fou. Il y avait aussi un Aliens sur Amstrad qui arrivait à me faire peur. Arriver à vous faire peur avec des pixels en noir et blanc, des petits écrans de 10 cm sur 10, parce que les mecs, comme c'était des machines peu puissantes et grugées, vous faisaient vous aviez des fenêtres de paramètres qui entouraient tout le jeu, et le jeu, vous aviez une fenêtre qui était, allez,
qu'ils aient fait à 20 cm sur 10. Et oui, comme les machines n'étaient pas puissantes, il fallait trouver des combines pour les utiliser. Voilà. Et donc, c'est des bons souvenirs d'Ubisoft que j'ai là. Voilà, j'aurais jamais cru qu'un jour, qu'ils deviendraient ce qu'ils sont devenus. Et Clems qui dit oui, j'y pensais, Al Laboratory était aussi sur Smash Bros. Bah voilà. Donc manifestement, c'est bien Iwata. Alors, est-ce qu'il a vraiment en grande partie programmé ce jeu? Je ne sais pas. C'est possible. Le Maxab dit ces légendes sont tellement stylées que j'ai envie d'y croire. Fais attention, c'est comme ça que pensent les religieux. Les religieux trouvent que justement les légendes de leur religion sont stylées et ils y croient. Ils croient à la Vierge Marie qui a enfanté sans que quelqu'un lui passe dessus. Ils croient que Jésus est mort, qu'il est revenu à la vie. Parce que ça donne envie, quoi. On se dit, oh, c'est trop classe. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pensée désidérative. Et c'est ce qui conduit à la religion. Et oui. Ou à une forme de conspirationnisme outrancier. Comme penser que la Terre est plate alors que ça fait des décennies que tout le monde sait, ça fait des siècles que l'humanité sait qu'elle est ronde. On n'a même pas attendu d'avoir des grands scientifiques pour le savoir, quoi. Voilà. Ah, c'est drôle parce que Shadow dit Macron le doublerait. Mais tu as raison. Oui, il doublerait son salaire. C'est ce qu'a fait Sarkozy, hein. Sarkozy qui a été limite élu quand il est arrivé au pouvoir, il s'est augmenté. Il a augmenté son salaire. Ça a été sa première mesure. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle de l'exposition en fiction. Par cet acte-là, le mec, il nous a clairement dit, les gars, je vais me torcher avec vous. Je vais me torcher avec le pays. Ça a été clair, hein. Je veux dire, il nous a pas menti, hein. C'est vraiment qu'on est des naïfs, le peuple, hein, pour pas avoir compris. Le mec, le premier jour de son investiture, il s'augmente. C'est à partir de là, on savait qu'on allait avoir des problèmes. Voilà. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté, hein. Sarkozy, c'est le pire qu'on ait eu. Macron, c'est la bonne relève. Macron, c'est le Sarkozy 2.0 qui continue d'être conseillé par Sarkozy. Dès qu'il y a un problème, on voit Macron est dans un restaurant avec Sarkozy. Donc en vérité, c'est Sarkozy qui continue de régner par le truchement d'un imbécile qui devrait traverser la route pour aller acheter des livres et se cultiver. Ça lui ferait du bien. Monsieur Macron, s'il vous plaît, traversez la route pour aller dans une bibliothèque, ça vous fera du bien. Prenez une année sabbatique et lisez un petit peu. Lisez Victor Hugo. Renseignez-vous sur la véritable histoire de France. Allez écouter, je le dis à Macron, mais je vous le dis aussi à vous. Allez écouter Henri Guillemin. Lisez le livre de Henri Guillemin, Les deux révolutions françaises. Voilà, vous allez découvrir qui était réellement Robespierre, hein, contrairement à ce que les médias généralistes essaient de vous faire croire. Vous allez être surpris, hein, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Ah, il faut que je remercie l'un d'entre vous. Alors, je sais plus son nom. On m'a conseillé un gars. Oh là là, faut que je retrouve le nom. Il a un nom, on dirait un nom corse. Il a un nom un peu italien corse. C'est un vieux, c'est un érudit. Il y a une lettre qui se répète au moins 3 fois dans son nom, si je le retrouve. Je crois que c'est Pagani. On m'a conseillé Pagani. C'est un vieil érudit qui est pire que moi quand il parle. Il fait des parenthèses dans les parenthèses tout le temps. Mais c'est très intéressant. Voilà. Donc en ce moment, j'écoute un peu. Je crois que c'est Pagani, hein, si je bouffe pas son nom. Et c'est chouette. Donc merci à celui qui m'a permis de le découvrir. Shadow dit ça y est, la religion. Mais ça m'a dit, souci du complotisme, c'est qu'ils ont une conclusion, ils développent sur ça et terminent sur cette conclusion. Ouais, encore une fois, c'est la pensée désidérative. C'est un peu pareil comme la plupart des religieux, ils ont une religion, et à partir de là, ils vont broder tout ce qui est possible pour la rendre réaliste. Voilà, avec cette fameuse phrase de si tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, c'est qu'il existe. Ce qui n'a aucun sens, hein. Parce que ça marche dans les deux sens, hein. Si tu ne peux pas prouver qu'il existe, alors il n'existe pas. Ça marche aussi, hein. C'est idiot. Surtout que, on va dire, la logique, c'est que c'est celui qui défend comment dire, une théorie de Dieu qui doit la prouver. Parce que moi, je défends pas qu'il n'existe pas. Moi, je n'ai juste rien à faire. Je dis pas que je suis pas athée, moi. Moi, je dis pas que Dieu n'existe pas. Je m'en fiche de Dieu. Donc du coup, je suis pas athée. Et donc du coup, j'ai rien à défendre. Par contre, si tu me dis qu'il existe, faut que tu me le prouves. Et si tu me dis qu'il n'existe pas, faut que tu me le prouves aussi. Mais moi, je m'en fiche s'il existe ou pas, d'ailleurs. Vous voyez. Donc, moi, je vous l'ai dit, je suis prodéiste.
Moi, je suis pour que les gens croient en ce qu'ils veulent. Mais je suis sérieux, hein. La preuve, c'est que moi, je crois en Athéna et en Hermès. En fait, j'aime bien Athéna et Hermès. C'est deux dieux particuliers du folklore mythologique grec. J'aime bien Athéna et Hermès. Donc, souvent, je vous dis Athéna, mais je rajoute Hermès. J'aime bien Hermès aussi. Ouais. Je crois en Athéna et Hermès. Voilà. Donc, vous voyez, je suis croyant quelque part. Mais je suis pas religieux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un bouquin, d'un mode d'emploi qui me dit ce que je dois faire, ou manger, ou pisser, pour que Dieu il s'intéresse à moi. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin du mode d'emploi humain. Je suis pour le déisme en fait. Je suis pour que les gens croient. La preuve, Alan Moore, qui est un grand scénariste, hein, Alan Moore, il croit en Glicon. C'est un dieu qui s'est inventé. Il a été chercher un dieu qui était oublié, qui en vérité, c'est un dieu qui a été inventé une espèce d'arnaqueur pour arnaquer les gens. Il a inventé un dieu, il a fait croire qu'il a essayé de monter sa secte en fait. Il s'appelle Glicon, qui est un serpent à deux têtes. Je crois je sais pas s'il a pas deux visages humains, un truc comme ça. Et donc vous avez le droit de créer votre dieu. Voilà. Donc je suis déiste moi en fait. C'est-à-dire je suis pour le déisme. Je suis pour que les gens, un peu comme dans les jeux vidéo, vous inventez votre dieu. Chacun peut avoir le sien. Voilà. Du coup, puisque je suis pour la liberté, je suis contre l'esclavage ou l'enclavage. Je suis contre le fait que des religions disent bah c'est nous qui avons raison, nous sommes les seuls, les autres n'existent pas. Oui, parce que ceux qui croient en Dieu dans leur religion, quand vous leur dites que les autres religions ont un Dieu, ils éclatent de rire, hein, et ils disent c'est n'importe quoi. Quand un chrétien parle, je sais pas moi, du paganisme ou des croyances africaines, il est mort de rire, hein, et il dit c'est n'importe quoi, hein. Les mecs, ils croient dans il y a un tambour là, ils tapent, ils croient dans une espèce de d'effigie en bois, c'est n'importe quoi, hein. Alors qu'il y a le Christ qui existe. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas plus malins que les autres croyants, mais parce que c'est leur religion, elle est bonne. C'est celle-là, c'est la vraie, et celle-là, elle existe. Non, non, non. Moi, je dis soit on embrasse toutes les religions, et là, on est un shit type, soit on n'en embrasse aucune. Mais si on en choisit qu'une, alors là, c'est comme le chauvinisme. Mon pays, c'est le meilleur. Pourquoi? Bah parce que c'est là que je suis né. Ah, moi je crois que c'était le meilleur parce que vous aviez, je sais pas moi, les plus belles forêts, parce que vous aviez la plus belle langue, la plus belle culture. Non, c'est parce que c'est là que je suis né. Ah ok. Donc si t'étais né le pays d'à côté, eh bah ça serait le meilleur pays. Ah oui, c'est ça. Si j'étais né, je sais pas moi, au Zimbabwe, bah, je sais pas, n'importe où. Si j'étais né au Japon, le Japon, ça serait le meilleur pays du monde. Ah ok. Ça, c'est le chauvinisme, c'est le nationalisme, c'est l'absurdité absolue. C'est le nombrilisme universel. C'est là où je suis né, c'est le plus beau pays. Ok. Il n'y a pas d'autre raison. Si l'autre raison, c'est qu'en fait, tu connais pas les autres pays. Parce que c'est là où t'es né, du coup, c'est le seul pays que tu connais. Et encore, si on se renseigne bien, t'as fait quoi? Deux départements. Hein. Voilà. Et ben les religions, c'est pareil. Ma religion, c'est la bonne. Mais n'importe quoi. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle L'Odyssée de Pi. Voilà, si vous avez vu, il y a un film. Le film est chouette. Regardez l'Odyssée de Pi. Un chouette film. C'est un. Je vous fais un résumé vite fait. C'est une famille indienne qui prend un bateau et le bateau a un problème, comme le Titanic. Et on va suivre la vie du gamin de la famille, qui est toujours vivant, qui se retrouve sur un bateau avec des animaux. Et il essaie de survivre. Voilà. Et donc sur le bateau, il y a un tigre, c'est assez étrange comme histoire. On dirait une histoire religieuse en fait. On dirait un truc qui aurait pu être écrit par les Grecs, les Égyptiens, et ensuite du coup plagié par les chrétiens. Et c'est intéressant, l'Odyssée de Pi. Et ce qui est génial, c'est que alors le livre s'attarde davantage sur l'histoire du gamin au début. Évidemment, un film ça va plus vite. Mais vous avez aussi ça dans le film, hein. Et le gamin, ce qui est génial, c'est qu'il a toutes les religions en fait. C'est-à-dire que ça le passionne. Dès qu'il voit une religion, il trouve ça génial. Et du coup, il est chrétien, il est juif, il est musulman, il est bouddhiste. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'adore ce personnage. Mais oui, c'est génial. Et en fait, il a pris le bon, il a pris le meilleur de toutes les religions. Et ça, c'est du génie. Et du coup, j'adore ce bouquin. Parce que je me dis, le mec qui a écrit ça, il a des idées. Cette idée-là est formidable. Voilà. Donc soyez déistes, croyez en ce que vous voulez. Et ne laissez pas des humains, des singes donc, hein, des humains, des singes. Ne laissez pas un singe vous dire quel est le mode d'emploi à appliquer pour croire. C'est comme les gens qui achètent des livres qui vous apprennent à dessiner manga. Les mecs qui veulent faire du manga, ils achètent un livre, c'est la pensée d'un mec. C'est un mec qui vous dit comment il faut faire, mais c'est stupide. Croyez-moi, il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs. Faites la vôtre. N'écoutez pas un mec. Et pareil pour la religion, n'écoutez pas un livre. N'écoutez pas que la Torah, n'écoutez pas que la Bible et les différentes Bibles, il y en a plusieurs. N'écoutez pas que, je sais pas moi, tous les livres religieux. Choisissez le Dieu qui vous plaît. Les livres, rien à foutre. Franchement, les lisez pas, ça sert à rien. Choisissez votre Dieu. Fabriquez-le, trouvez-lui un nom, c'est cool. Un jour, vous prenez un après-midi comme ça et inventez un Dieu. Et vous dites, bah, c'est mon Dieu. Voilà. Et si on vous dit, ah, t'es pas croyant, tu dis, bah si. Mais vous êtes déiste.
Voilà, donc moi je suis déiste. Je suis pour la liberté. Je suis pour l'open world, l'open mind. Pas de contraintes à la con. Putain, déjà que dans le monde du travail, on a des contraintes. À l'école, on a des contraintes. Dans la vie, on a des contraintes sociales, même si beaucoup de gens leur marchent dessus. Mais quand on est dans la rue, quand on est dehors, on doit respecter les autres. Voilà, on ne doit pas s'imposer. On ne doit pas imposer ce qu'on aime ou ce qu'on est. On respecte les autres, on s'efface. On est un tout. Voilà. Et le truc, c'est que je trouve ça dingue qu'on continue, voilà, d'avoir toujours des besoins de mode d'emploi, de règles de vie. Mais non, putain, les gars, croyez en ce que vous voulez. L'univers est infini. Les dieux, c'est une infinité. Lisez la mythologie grecque, il y en a plein. Voilà, il y a Apollon, c'est le dieu des arts. Apollon, il est vachement pote avec un gars qui s'appelle Hélios. Alors, Apollon, c'est un dieu parce qu'il a un corps. Hélios, il n'a pas vraiment de corps. On considère que c'est plutôt le soleil. Parce qu'il y a les divinités et les dieux, c'est pas pareil. Voilà, les divinités, c'est plus des espèces de, je sais pas comment dire, des métaphores divines. Et c'est cool parce que Apollon, on dit alors on dit qu'il promène, on dit qu'il promène le soleil sur son char. En gros, il a le soleil derrière lui et il le traîne avec son char. Ce qui explique pourquoi on voit le soleil qui traverse le ciel. Hein. Bon, aujourd'hui, on a compris que scientifiquement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais les Grecs voyaient donc le soleil qui traversait le ciel. Et donc, ils expliquaient ça comme ça. C'est Apollon qui, avec ses chevaux, traîne le soleil derrière lui. Et donc, comme le soleil, c'est Hélios, donc c'est une divinité, ça signifie donc qu'il y a une histoire derrière. Ça signifie qu'en fait, Hélios, donc manifestement n'a pas de corps humain, il est un peu impotent, on va le dire comme ça, et donc il doit aller bosser tous les jours, mais comme il n'est pas capable de marcher, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Donc tous les jours, Apollon se lève, il va toquer, il fait Hélios, t'es réveillé? Ah, Hélios, il est là, putain, il se réveille, oh, attends une seconde. Il le met sur son espèce de charrette, il fait claquer le fouet, le cheval, alors ça doit être un Pégase, hein, parce que ça traverse le ciel, donc les Pégases avancent, et il amène Hélios sur son lieu de travail, et il lui dit, bon, bah, je reviens ce soir te chercher. Donc du coup, on a le coucher de soleil, il ramène. Voilà, donc il y a déjà il y a toute une histoire. Moi, je trouve ça cool. Donc vous avez le droit de croire en Hélios. D'ailleurs, il y a un système qui s'appelle l'héliocentrisme qui existe. C'est les gens qui pensent que le soleil est le centre de l'univers, vous voyez. Et non, pardon, c'est le contraire. Non, non, si, c'est ça, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que l'héliocentrisme, c'est ceux qui admettaient à l'époque de Galilée que la Terre tournait autour du Soleil. Et en fait, c'était un vilain mot, héliocentriste. C'était l'Église qui, en gros, c'est comme aujourd'hui on traite de, vous savez, de islamophobe, ou de fasciste, je sais plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec phobe. Il y a beaucoup de trucs avec phobe aujourd'hui pour vous faire culpabiliser, voilà. Mais il y a islamophobe, en gros. En gros, il y a des gens qui ont peur de se faire égorger parce qu'ils croient pas en Allah, où il y a des femmes qui ont peur de prendre des pierres sur la tête, de se faire enterrer jusqu'au cou et de prendre des pierres sur la tête parce qu'elles ont trompé leur mari. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Donc, du coup, on dit oh, t'es un islamophobe. Ouais, moi, si tu veux. Donc le mec est un islamophobe. Bref, quoi qu'il en soit, alors je sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus, c'est dommage. J'allais vers quelque chose qui n'était pas inintéressant. Attendez, je vois si j'arrive à retrouver mon idée. Encore une fois, j'ai fait une parenthèse de trop. Ouais, quoi qu'il en soit, il y a. Ah, je sais plus. C'est bête, je me suis perdu, c'est dommage. Voilà, j'aurais pas dû partir si loin. Ouais, quoi qu'il en soit, il faut pas avoir peur de créer ces dieux. Puisque les dieux ont été créés, Homère a créé des dieux, vous voyez, par exemple. C'est-à-dire que, même si vous voulez pas en créer, bah, il en existe tellement, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, il en existe tellement. Donc, bah, choisissez, quoi. Chez les Grecs, il y en a plein. Donc vous embêtez pas. Donc comme je le disais juste avant, les modes d'emploi, le règlement, c'est stupide, c'est un truc de singe ça, enfin c'est un truc d'humain quoi. Donc il faut pas écouter les règlements. Libérez-vous de ça, faites-vous plaisir. Si vous voulez croire en quelque chose, si vous avez vraiment besoin, et il y a des gens qui ont besoin de croire, ben vous inventez-vous un dieu ou choisissez-le. Mais ne vous limitez pas à ce qu'il y a à côté de vous. C'est pas parce que vous connaissez que les dieux juifs, le dieu chrétien. C'est limité. Ça, allez voir un peu chez les Indiens, même chez les Japonais. Il y a des trucs super chez les Japonais. Il y a, comment elle s'appelle, la plus connue, Amaterasu. C'est cool Amaterasu. Bon après elle a une histoire particulière mais je crois que c'est la déesse du soleil, hein, Amaterasu. C'est la classe Amaterasu. Bah voilà, c'est une forme d'Hélios japonais. Amaterasu. En plus on dirait Amaterasu. Donc si vous êtes du genre à aimer faire la bringue avec vos copains avec un peu de cacahuètes et des bières, Amaterasu c'est cool. Amaterasu, voilà. Je vous ai trouvé un dieu. J'ai trouvé un dieu, le dieu des alcooliques, Amaterasu. Voilà. Parce que le U on les prononce pas en japonais, donc c'est Amaterasu, vous voyez. Ouais, j'essaie un peu de tordre le truc pour faire marcher un jeu de mots déjà bancal de base, donc faut pas m'en vouloir.
Alors Valrain dit il y a du dogmatisme dans le déisme, pas dans le mien, hein. Et pas dans la définition du mot déisme que je connais. La seule différence entre la religion classique et le déisme, c'est que le déiste admet que Dieu ne peut pas être détecté. Mais beaucoup de déistes disent quand même que c'est Dieu qui crée l'univers, que ceux qui ne croient pas en lui iront en enfer. Mais on s'en fout de ce que disent les singes, je viens de le redire. Arrête d'écouter les singes. Prends la définition basique. Le déisme, c'est juste, tu t'intéresses à Dieu et ça va pas plus loin. Et puis, si c'est pas exactement ça, bah, il est temps de changer la définition. On va faire de quelque chose de pas très bon quelque chose de bon. Imagine que demain, il y ait un gars qui décide d'utiliser toutes les ressources humaines pour être bienveillant, sauver les pays, sauver la planète, et il utilise le principe du capitalisme. Du coup, le capitalisme va devenir quelque chose de cool. Bon, il y aura un mec qui dira, oui, mais le capitalisme, c'est pas ça. Non, mais quelque part, les mots peuvent devenir, en plus, quand c'est complexe, comme le déisme, le capitalisme, les trucs en isme, vous voyez, comme ça, on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut leur donner une autre teinte, une autre nature. Moi, j'ai envie de dire que le déisme peut être très très bien à partir du moment où on ne s'attarde pas sur le règlement dicté par les singes. Parce que là, évidemment, ils vont en faire un truc de mauvais du déisme. À partir du moment où c'est un truc qui a trait à Dieu, on sait très bien que les gens qui vont s'en emparer vont en faire une espèce de secte. Mais non, justement, faut garder la définition de base. Voilà, le déisme, c'est Dieu. C'est donc Dieu, c'est le divin. Donc c'est l'absolu, c'est l'infini, c'est quelque chose d'impalpable. Collez ce que vous voulez dessus. Dans Las Vegas Parano, le personnage principal donc, qui incarne l'écrivain du bouquin, qui s'appelle... je ne retrouverai pas son nom. Qui s'appelle... Je sais plus. J'ai Docteur... Parce en plus, qu'on là, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Il avait... Oui, parce qu'il y a deux personnages, en fait, c'est le même gars. Il y a Gonzo aussi, mais c'est le même personnage. C'est un peu comme Fight Club. Mais bon, on va pas partir là-dessus, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, à un moment, il dit il y a un grand tout. Et il appelle ça le grand aimant. J'aime bien, le grand aimant, c'est cool. Ça marche. Voilà. Bref, vous embêtez pas. Ne laissez pas quelqu'un décider pour vous. Ne laissez pas une Bible, ne laissez pas une religion. Ne laissez pas des auteurs de fiction décider pour vous. Des dieux auxquels vous devez croire. Voilà. Choisissez-les. Si vous aimez Star Wars, dites que vous êtes Jedi. Je vous le rappelle, il y avait eu un recensement en Angleterre où il y a plein de gens qui avaient dit Jedi. Du coup, le mot Jedi était admis comme faisant partie d'une religion. Donc vous pouvez être Jedi aussi. Et les Jedi aussi, ils croient en un truc. C'est des déistes, hein, ils croient en la force. Donc la force, c'est le grand tout. Encore une fois, c'est le grand aimant, c'est le gros barbu, appelez-le comme vous le voulez. On s'en fout que ça ait une forme humaine d'ailleurs, c'est stupide de coller une forme humaine. C'est l'infini, c'est l'univers, c'est l'impalpable. Et c'est très bien comme ça. Alors Thalys me dit, et tu penses quoi de ceux qui crachent sur leur propre pays? Bah si c'est un pays malsain, c'est des génies. Par exemple, j'aime beaucoup quand Fallout se fout de la gueule du capitalisme. Fallout c'est fait par les Américains. Et quand il parle du capitalisme, la figure emblématique du capitalisme dans Fallout New Vegas, en gros c'est Walt Disney. Et je trouve ça brillant. Voilà, tu as ta réponse. Pour moi ça c'est du génie, du vrai génie. Là je usurpe pas le mot. Ça c'est des mecs merveilleux, c'est des mecs réveillés, c'est des éveillés. C'est des gens qui ont compris que dans leur pays tout va pas bien. South Park aussi le fait. Donc j'aime beaucoup ça. La vision de la politique et des États-Unis par South Park. Il y a aussi un film qui fait ça, qui s'appelle Idiocratie. Allez voir Idiocratie. Idiocratie, c'est une vision très juste et scientifique des États-Unis. La fin est géniale. La fin est géniale. Voilà, parce qu'à la fin, parce qu'Idiocratie, c'est l'histoire d'un gars de notre époque qui se retrouve dans le futur à cause d'une expérience militaire ratée. Et dans le futur, les gens sont tous devenus stupides. En gros, c'est comme si les gens parlaient. En gros, c'est Twitter, mais dans le monde réel. Donc c'est plus que le monde est devenu Twitter. Ce gars qui est du passé, en fait, quand il leur parle, les gens disent qu'il se la joue. Parce qu'en fait, il parle comme nous, hein, il parle normalement. Mais ils disent, ouais, tu parles qu'avec des mots intelligents. Alors qu'en fait, il parle juste normalement. Et à la fin, ce mec finit président. Parce que, bah. C'est un mec qui pense un peu mieux que les autres. Et à la fin du film, il y a la voix off qui dit comme ça: enfin, les États-Unis ont eu un président intelligent. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, les États-Unis avaient un président intelligent. Je trouve ça génial. Comment on peut taper. Et c'est un Américain qui a écrit ça. Voilà, c'est brillant. Voilà. De toute façon, en général, le fait de se dresser contre le pouvoir, le fait de se dresser contre ce qu'on essaie de nous faire aimer, c'est-à-dire contre son pays, quand pendant des décennies on te dit ouais, tu sais que tu vis dans le plus beau pays du monde, hein. Comme elle disait la femme de Macron, oh là là, la France est le plus beau pays du monde, c'est juste qu'il y en a qui le savent pas. Quelle enfoirée celle-là. Enfin bref, je vais dire des mots qui dépassent ma pensée. Mais oh là là, ça c'est de la manipulation. Ça c'est très très grave.
Quelles influences, quelle bande d'influenceurs, nos politiciens actuels, quand même. Tacos nous dit la vraie religion mormon, ce qui est un clin d'œil à South Park. Dans South Park, il y a une scène qui se passe à l'orée des enfers, en fait. Il y a, et du paradis, et il y a tous les morts qui sont là, enfin, tous ceux qui viennent de mourir. Et en gros, il y a un guichet. Et le guichet, il demande quelle était votre religion. Et toutes les religions te conduisent en enfer, sauf une, c'est mormon. Donc en fait, la seule bonne religion, c'est mormon. Voilà. Ça, c'est South Park, c'est du génie. Ouais, comme disait Nek, les fameux bouquins pour faire des mangas par la personne n'ayant jamais fait de manga. Alors tout à fait. Et le pire, c'est que même les gens qui ont fait du manga, leurs combines les concernent eux. C'est personnel en fait. La création, c'est très personnel. Tu peux donner des conseils, mais il faut pas vendre le bouquin. Donne des conseils gratuitement. Mais le faire payer, ou alors il faut être une sommité, quoi. Il faut être un Stephen King, un Toriyama, quoi. Mais quand t'es jeune mangaka, ne fais pas ça. Enfin, franchement, c'est une crise d'orgueil en fait. C'est une crise d'orgueil. C'est ça. Vous savez, c'est dur de comprendre qu'on a la grosse tête. Bah, si un jour t'es jeune mangaka, que ça fait 5 ans que tu fais du manga et que tu décides de faire un livre pour apprendre aux gens à faire du manga, c'est que t'as la grosse tête, tu vois. T'as la preuve matérielle que t'as un petit souci avec toi-même. Voilà, t'as un ego surdimensionné. Ça, c'est de l'ego. Voilà, moi, je ne ferai jamais ça. Je trouve ça honteux, quoi. En plus, il y a un truc incroyable, c'est que les gens qui savent faire, savent pas raconter. Enfin, les gens qui savent pas faire, savent pas expliquer comment. Et Naibi, elle aurait beaucoup de mal à vous dire comment faire. Pourquoi? Parce qu'elle fait très bien. Voilà. Et les gens qui savent pas faire sont vachement forts pour vous expliquer comment on fait. Voilà. Donc les gens qui vous donnent des cours, qui vous disent payez-moi, je vais vous expliquer comment on fait. Rappelez-vous, la philosophie, c'était un courant gratuit. Hein. La philosophie, c'était juste des gens qui pensaient. Au bout d'un moment, il y a des mecs dont on n'a jamais retenu le nom parce que c'était pas des philosophes. Il y a des gens qui se sont dit, ben, on va vendre ce qu'a dit Platon, ce qu'a dit Socrate, on va vendre ce qu'a dit Aristote. On va se faire de l'argent avec ce qu'ils ont dit. Et ces gars-là, ça s'appelait des Philistins. Les Philistins, c'est les gens qui vendent le savoir des autres. Ils se font du pognon et du coup, on croit que c'est eux qui ont le savoir. Sur YouTube, souvent, vous allez voir des vidéos où vous dites waouh, le mec, il sait beaucoup de choses. Non, il a été étudié, il a pris sur Wikipédia, partout sur Internet. Il a travaillé pendant des semaines, des infos qui ne sont pas les siennes, enfin des savoirs qui ne sont pas les siens, et il les a arrangés de manière à ce que ce soit. Donc, il a fait ce qu'on appelle de la comment on dit déjà, il y a un mot pour ça. Bref, il a fait en sorte que ça soit accessible et il a diffusé la vidéo. Et vous regardez ça et vous dites waouh, le mec il sait tellement de choses, mais non, en fait il sait rien. C'est juste c'est ce qu'on appelait les Philistins ou les sophistes. Que je ne me trompe pas. Non, je crois que j'ai confondu. C'est les sophistes, pardon, pas les Philistins. Les Philistins c'est autre chose, c'est bien pire. Non, c'est les sophistes. Et aujourd'hui on utilise le mot de travers, sophiste, mais à l'époque c'était comme ça. Voilà, un sophiste c'est quelqu'un qui vendait du savoir. Et donc c'est terrible, ouais. Et donc aujourd'hui, les influenceurs sont des sophistes, ils vendent du savoir. Ou alors, ils font leur beurre sur le travail des autres. C'est-à-dire que vous allez voir même sur Twitch, hein, vous allez voir un mec sur Twitch et qu'est-ce qu'il fait? Il joue à un jeu qu'il n'a pas créé, il n'est pas créateur du jeu. Vous voyez, un mec qui aurait programmé le jeu, qui aurait designé le jeu, un mec qui aurait fait des animations dans le jeu, je comprends, vous voyez. Non, vous allez voir un mec qui est un parfait inconnu, qui joue à un jeu, et en gros, vous allez le voir pour ce jeu. C'est-à-dire qu'en vérité, il profite. Vous voyez, c'est comme voler les rires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Je vous avais déjà expliqué ce principe. Il y a un mec qui balance une vanne qui fait rire la salle, et il s'en va, et il y a un type qui arrive après lui, et du coup, le mec profite de ce moment de plaisir que le public a, et du coup, le public aime ce gars qui vient d'arriver, alors que c'est un parfait inconnu. Et donc, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo en live sur Twitch. Et donc, c'est des beaux jeux bien faits par des petits génies, par des grands créateurs, par des grands artistes. Et du coup, ils profitent du génie de ce jeu. Mais eux, tout ce qu'ils font par-dessus, il n'y a aucun apport. Et les gens vont voir ça, et ils se font avoir. Et ils finissent par croire que le génie qu'ils prêtent, c'est-à-dire que le plaisir qu'ils ressentent en voyant ce jeu qui n'a pas été fait par ce mec, ils finissent par. Vous voyez, ça crée il y a un phénomène il y a une porosité, et ils finissent par penser que c'est ce mec, en fait, qui est génial. Je peux vous le dire, hein, ouvertement, sans langue de bois, la plupart des streamers actuels n'ont aucun intérêt. Personnellement, en termes de personnalité, ils n'ont aucun intérêt. Mais, du fait que ça fait des décennies qu'ils jouent sur des jeux qui ont fait rêver des décennies de jeux et des générations de joueurs, du coup on pense qu'ils sont géniaux, mais ils n'ont aucun intérêt. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et c'est pas les inventeurs, hein, les streamers, ils n'ont pas inventé ça. Hein. Déjà les journalistes à la base. Les journalistes qui parlent de jeux vidéo, les journalistes qui parlent de manga, etc. C'est des mecs qui savent rien faire. Hein. C'est pas des mangakas, c'est pas des créateurs de jeux vidéo. Mais ils vous racontent, ils vous disent voilà, le nouveau jeu est sorti, ils vous donnent leur avis sur le jeu. Moi je trouve que ce jeu il est bien, ce jeu il est pas bien, etc. Et parce que vous aimez ces jeux vidéo et parce que vous aimez les jeux vidéo, vous finissez par aimer ces mecs.
Voilà, il y a beaucoup de podcasteurs qui font ça. Et il faut réfléchir à ça. C'est philosophique en fait. C'est des, c'est une pratique, c'est une praxis en fait, très humaine. Il faut réfléchir à ça. Et vous allez voir, c'est souvent, c'est drôle parce que j'ai en tête un journaliste qui est devenu éditeur. Et c'est drôle parce que c'est un mec qui profitait des jeux vidéo, il vivait avec les jeux vidéo en parlant des jeux vidéo. C'est-à-dire que son seul intérêt c'était de dire ah moi j'aime ce jeu vidéo, j'aime pas ce jeu vidéo. Mais comme les gens étaient contents parce que ben voilà, il parlait de, je sais pas moi, il parlait de Diablo, il parlait de Final Fantasy. On aime tellement Final Fantasy qu'on est, c'est comme les rires. On est heureux que ce mec parle de Final Fantasy parce qu'on adore Final Fantasy. Du coup, on finit par, vous voyez, par effet de porosité, par effet de lien, de cause à effet, on finit par aimer ce mec. Et pendant des années, on suit ce qu'il raconte parce qu'il parle de jeux vidéo, on finit par l'admirer, mais c'est un mec qui fait rien en fait. Et donc, le pire, c'est que je pense à un gars comme ça qui était journaliste et qui a fini éditeur. Et c'est quoi éditeur? C'est faire de l'argent sur le travail des autres. Un éditeur, il prend un pourcentage aux auteurs, mais il fait rien. Il fait rien du tout. Aujourd'hui, moi, mon livre Pensée laconique sur Amazon, je l'ai publié tout seul. J'ai fait le travail d'un éditeur. J'ai créé la couverture, j'ai fait la correction, j'ai créé la pagination, j'ai fait tout le travail d'un éditeur tout seul. C'est-à-dire que je peux vous le dire, un éditeur, ça ne fait rien en fait. Et ils prennent un gros pourcentage sur les ventes du bouquin, alors qu'en fait, si vous lisez le bouquin, c'est pour l'auteur, c'est pas pour l'éditeur. Et donc, il y a des métiers comme ça qui se créent, et de plus en plus, de, comment on peut appeler ça? C'est un peu les nuisibles. Vous savez, les nuisibles, c'est les puces, c'est les tiques sur le dos du chien. Il y a un côté, j'aime bien le mot nuisible, ça me plaît. Mais le pire, c'est que j'en suis moi. Moi-même, hein, je me fais avoir. Il y en a que j'aime bien, hein. Je les suis et j'écoute ce qu'ils racontent. Parce qu'en plus, en vieillissant, il y en a certains qui finissent par avoir une certaine culture, donc ils ont une épaisseur, donc ça devient intéressant. Voilà. Et donc, j'en suis, hein, moi aussi. Mais, j'ai toujours un petit sourire quand ils parlent. J'ai aucune admiration pour eux. Je les aime bien, ils m'apprennent des trucs. Mais je les admire pas du tout. Voilà. Et ouais. Donc quand je parle avec des gens qui ont les yeux qui brillent, qui me parlent d'eux, je suis là, moi je m'en fous complètement d'eux en fait. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me donnent des informations que j'ai pas. Je me dis, bah c'est très cool. Voilà, mais je les admire pas du tout. On peut, on peut trouver intéressant d'écouter quelqu'un sans l'admirer. On peut se dire, bah c'est intéressant, il a été au Japon, il m'a ramené des news que moi j'ai pas du Japon, très cool. Merci mec. Mais le mec lui-même, je m'en fous. Si demain il meurt, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y en a d'autres. J'aurais trouvé un autre mec qui fait comme lui. Mais je m'en fous. Je m'attache pas du tout. J'ai aucune émo. Si demain, je sais pas, si demain on me dit putain, il y a une bombe atomique qui a explosé, qui a tué tous les journalistes du monde. Bah franchement, j'en ai rien à foutre. Je crois que les rares journalistes intéressants, c'est les mecs qui parfois font des. Alors je ne retrouverai pas son nom, il y a un journaliste anglais qui fait des films. Attendez, je vais prendre le temps parce qu'il était intéressant ce gars. Je vais prendre le temps de me lever, d'aller carrément sur mon Mac. Je vais vous dire son nom. Je l'ai découvert grâce à Karim Debache. C'est Karim Debache qui en parlait. Et le mec est vraiment intéressant. Et alors à la base c'est un journaliste, mais je sais pas si on peut dire que c'est encore un journaliste, parce que c'est, pour moi il fait des œuvres en fait. C'est un gars, il fait des films sur des sujets. Alors, attendez, je vais vous trouver son nom, parce que parfois je fais des recherches sur lui, donc je dois avoir dans mon historique, je dois avoir encore quelques traces, avec un peu de chance. Il s'appelle Adam Curtis, voilà. Donc Adam Curtis, en fait voilà, c'est pas vraiment un journaliste, il fait des documentaires. Il est scénariste, narrateur, producteur. Voilà, donc il est même pas journaliste. Donc non, il n'y a aucun souci. Je pense que les journalistes, ils disparaissent. On va rien perdre du tout. On va juste perdre des nuisibles. Mais ouais, Adam Curtis, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas un journaliste, voilà. Donc c'est un documentariste. Mais en fait, à partir des documentaristes, on commence à avoir ce qu'on appelle des auteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des concepts. Et il a fait des trucs très intéressants. Intéressez-vous à Adam Curtis si vous avez un peu de temps. Mais je vous le dis, ce qui fait est vraiment pointu. C'est chaud. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas comment vous dire ça. C'est un petit peu, c'est très subversif. Voilà. Il faut aimer ça. Bon, moi j'admire ça, mais ça plaira pas à tout le monde. Alors du coup, je retourne sur le chat parce que là, je papote, mais je le rappelle et je le rappelle pour moi du coup. C'est un chat dont vous êtes les héros. Alors attendez, je coupe mon micro une seconde pour boire et que vous n'entendiez pas des bruits dégueulasses d'avalement, je sais pas comment dire. Je vais dire de déglutition, mais c'est le contraire. De glutition du coup? Déglutition, glutition? Non, je crois pas, non. Bref, je coupe le micro une seconde, je reviens. On voit bien que j'avais soif. Je viens de boire à une vitesse. Alors. Yamisama nous dit les manuels de scénario c'est un fléau. Des gens se pensent experts juste parce qu'ils connaissent des notions et termes.
mais il leur manque des choses fondamentales. Égale la culture et l'esprit critique. Oui, alors, l'esprit critique, c'est facile. Tout le monde a un esprit critique, donc déjà, il faut faire attention à ça. Euh, mais comme tu le dis, la culture, c'est moins facile. Parce que la culture, en France, la culture, c'est mal vu. Il y a une phrase qui dit moins, la culture, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Voilà. Ce à quoi j'ai envie de répondre, la répartie, c'est comme les parachutes. Quand on en a pas, on s'écrase. Parce que la culture, faut pas s'en moquer. Et je sais pas si c'est pas Charles de Gaulle qui avait dit ça, le président. Et moi, de Gaulle, c'est pas sa culture qui brille chez moi. De Gaulle, il m'épate pas du tout. Mais non, la culture, c'est intéressant, mais c'est pas la culture pour frimer. C'est là où il faut faire la distinction. Parce qu'en fait, et pour moi, les gens qui ont une culture pour frimer, c'est pas de la culture. C'est de la frime. La culture, c'est un truc très silencieux. C'est pas un truc qu'on voit en fait. Mais c'est un truc qui forge les gens. C'est-à-dire que votre esprit, votre manière d'analyser les choses est influencée par votre culture. Et la culture, c'est très simple, hein, c'est pas forcément lire des gros bouquins poussiéreux. Hein. La culture, c'est regarder par exemple les séries Netflix, celles qui sont populaires, vous voyez, les étudier, même si vous la regardez pas en entier, au moins regarder quelques épisodes pour savoir ce que c'est. Lire un peu tous les mangas, même si vous ne lisez pas en entier, même si vous ne lisez pas toute la collection, au moins lire 2 3 volumes pour savoir ce que c'est. La culture, c'est essayer de ne pas être perdu. C'est au moins savoir un petit peu ce qui se fait aux États-Unis avec les comics, par exemple, en Corée avec le webtoon, en France avec on va dire j'allais dire la déliquescence, la mort c'est un peu fort, mais l'endormissement de la BD qui marche de moins en moins bien, et évidemment l'avènement du manga, c'est super intéressant. Et c'est ça la culture en fait. C'est-à-dire que c'est prendre beaucoup de temps dans sa journée pour se renseigner et savoir ce qui se fait, qui sont les auteurs de telles œuvres, etc. Et au bout d'un moment, quand vous avez vu beaucoup de films, quand vous avez lu beaucoup de livres, etc., vous allez pas aller en soirée et faire ouais, moi j'ai lu ça, j'ai vu ça. Non, c'est pas ça. Vous le direz jamais ça en fait. Non, ce qui se passe, c'est que quand vous allez voir un film et que vous allez voir une idée dans une scène, vous allez vous dire ah, cette idée, je l'ai vue dans tel livre. Ah, elle était aussi dans tel jeu vidéo. Et elle me fait aussi penser dans un manga, il y a tel auteur, il a fait ça. Moi, je fais ça tout le temps. Et si vous parlez plus de, je sais pas, on va dire, plus de 20 secondes, c'est que l'idée n'est pas originale. Puisque vous êtes en train de dire que cette idée, elle est déjà dans telle œuvre, elle ressemble beaucoup à une autre œuvre, elle peut avoir inspiré ou avoir été inspirée par telle œuvre. Déjà, c'est plus original. Et de temps en temps, je regarde un film et je vois une idée et je me dis, waouh, j'ai jamais vu ça. Par exemple, récemment, j'ai regardé. Non, je vais pas en parler parce que je le garde pour une objection. Il y a un film, je vous en parlais dans une objection. Quoi qu'il en soit, je regarde un film et à un moment, j'ai vu une idée. Je me suis dit, putain, cette idée me dit rien du tout. Je me suis dit, c'est vraiment original. Et je me suis mis à chercher même, à me dire, mais est-ce que ça a été fait avant, etc. Et donc, c'est là la limite de la culture. C'est que je suis pas sûr. Ça se trouve, j'ai pas assez de culture. Peut-être que c'est une idée que le mec a pris dans un film que j'ai pas vu parce que des films que j'ai pas vu, il y en a beaucoup. Mais évidemment, plus vous voyez de films, vous pouvez pas tous les voir, mais plus vous en voyez, et plus vous êtes à même de savoir si une idée est un cliché ou un stéréotype ou pas. Et alors, le problème, c'est que, au bout d'un moment, quand vous avez lu beaucoup de mangas, vu beaucoup de films, etc., il y a des œuvres qui, pour le grand public, sont géniales, mais qui, pour vous, sont absolument vides. Et c'est là où ça devient problématique. C'est-à-dire que vous allez vous détacher du... En fait, vous allez devenir un auteur. Sans le vouloir, vous allez vous détacher du public. Et ça c'est chaud, parce que il faut quand même tenter de comprendre le public. C'est pour ça que moi j'avais acheté 2 ou 3 arcs de One Piece, que j'avais regardé la série One Piece. Parce que One Piece ne marche pas sur moi. Mais je voulais quand même comprendre. J'ai vu tous les films à l'époque, il y en a plus maintenant, j'avais vu 9 films à l'époque, et j'avais beaucoup aimé L'île du baron Matsuri, qui est pour moi mon préféré. Et quand je dis mon préféré, en vérité c'est le seul film que j'ai aimé. Mais j'ai essayé de comprendre One Piece. Je me suis forcé, parce que dès la première page je m'ennuyais en fait. Et donc pourtant, je me suis tapé plusieurs arcs. Et j'ai acheté des mangas, et je les ai toujours là d'ailleurs. Faudrait que je les revende ou que je les donne parce qu'ils me servent à rien. Et pareil, l'animé, j'ai été jusqu'à l'arc Skypiea. Voilà. Donc j'en ai vu beaucoup. Hein. J'ai pris vraiment des semaines. Mais sorti de là, je me suis dit, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et j'ai des jeux vidéo, par contre, j'aime bien les jeux vidéo. Ça marche, je sais pas pourquoi. Il y a 2 jeux vidéo sur Wii qui avaient été compilés sur Wii U. Je sais pas s'ils les ont pas ressortis sur Switch. Ce serait bien qu'ils les ressortent d'ailleurs. Qui était pas mal. J'ai un jeu sur WonderSwan qui est très très bien. Il y a Coliseum dans le titre, qui est un excellent titre. J'avais joué à. Comment c'était Jump Superstar, Jumpstar. On pouvait jouer avec Luffy, je m'étais éclaté. Et là, je comprenais One Piece. C'est bizarre, là j'aimais bien jouer avec les personnages de One Piece. Mais dès que je lis le manga ou dès que je regarde l'animé, je ne comprends pas. Je suis pas réceptif, vous voyez.
Mais j'ai travaillé dessus. C'est-à-dire que du coup, j'ai une culture One Piece. Voilà, mais je suis pas réceptif. Et je me dis, c'est triste parce que, enfin, c'est triste ou pas, je sais pas. Heureusement, il y a beaucoup d'autres œuvres. Je suis beaucoup plus sensible à Chainsaw Man par exemple. Mais je me dis c'est dingue parce que du coup on se comprendra jamais parce qu'il y a des gens eux qui connaissent que One Piece parce qu'ils ont vu la diffusion de One Piece ou parce que leurs parents l'ont vu et qui du coup ils ont été bercés dans One Piece. Ils connaissent que One Piece et du coup si je dis bah moi ça marche pas sur moi ils comprennent pas hein, parce qu'ils se disent mais One Piece c'est le meilleur truc du monde. Bah oui bah, quand tu vis en France et que à l'époque dans les années 90 quand One Piece est diffusé à la télé le seul adversaire de One Piece c'est des dessins animés français ou américains. Et évidemment que One Piece c'est le meilleur animé du monde. Donc quand tu te remets dans le contexte, dans la tête de ces gens-là, ils ont raison de penser, et ils ont absolument raison de dire que One Piece est le meilleur animé du monde. C'est le cas dans le contexte des années 90, où en face il y a, je sais pas, j'invente des titres, Lolito le petit vampire et Braxmax le barbare. C'est sûr que One Piece c'est du génie à côté. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus intelligent, parce que c'est du manga, et que les Japonais avaient des siècles d'avance sur l'Occident sur les Américains, sur les Français. Nous on faisait des dessins animés, c'était des dessins animés pour enfants. À côté One Piece c'était beaucoup plus mature, c'était plus malin, on s'attachait davantage aux personnages. Surtout la série prenait le temps. En Occident on fait ce qu'on appelle comment on fait du feuilleton en fait. C'est-à-dire que chaque épisode racontait une histoire. Ce qui n'était pas le cas de One Piece qui racontait une grande histoire. Et les Américains faisaient un peu comme ça aussi. Chaque épisode racontait une histoire. Du coup One Piece c'était un vent de fraîcheur. C'est un vent de liberté, c'est un vent d'aventure. Donc oui, pour les mecs qui ont grandi dans cette époque où il n'y avait que One Piece, parce que rappelez-vous, à cause du Club Dorothée, les dessins animés japonais étaient interdits. Donc on a eu Pokémon, parce que Pokémon c'est des Américains, Davis Saban, qui avaient racheté les droits et qui nous vendaient ça comme un produit américain. Donc les Français se sont fait avoir. C'est très drôle. Sachant qu'en fait, de toute façon, c'est un produit dérivé, hein, c'est pas un manga à la base. Hein. Pokémon, du coup, c'était un dessin animé qui était publicitaire. C'était juste une publicité faite pour le jeu, du coup, c'était déplorable. Donc à côté, One Piece, c'est du génie. Hein. C'est sûr que tu compares le dessin animé Pokémon à côté One Piece. Bah, moi, One Piece, je m'achète un t-shirt, je m'achète un poster, je me fais appeler Luffy, quoi. C'est du génie. Donc quand tu remets les choses dans leur contexte, tout s'explique. One Piece, c'est du génie. Mais moi, c'est pas de chance, j'étais déjà très Japon en fait. Et je connaissais beaucoup d'animés au Japon, beaucoup de mangas. One Piece, j'ai vu juste un produit standard, comme le Jump en fait de plus en plus. Et du coup, bah, ça me marque pas, quoi. Je me dis, bah non, enfin, voilà, Hunter x Hunter, c'est. En admettant que. En disant que. Pour faire une métaphore stupide, ou une projection ou une symbolique, en imaginant que One Piece soit de la purée, c'est juste de la purée en fait. Et Hunter x Hunter, bah, c'est de la purée avec du beurre, de la crème fraîche, du poivre, un peu de sel. Voilà. Et du coup, quand je mange la purée Hunter x Hunter, ça me donne envie de continuer. One Piece, je mange et. Vous voyez, ça n'a pas de goût quoi. Enfin, pour moi, ça n'a pas de goût. Mais je vous le rappelle, dans le contexte des gens qui ont découvert One Piece, si, One Piece a du goût. C'est même génial. Parce que c'est le contraire. Pour eux, à côté, ils avaient Pokémon ou je sais pas moi, ou les Tortues Ninja, je sais pas moi, ou Pikito le petit vampire. C'est un truc, on va dire, c'est un truc français, je me rappelle plus du titre. Il y avait un truc comme ça. Et à côté, il y a One Piece qui arrive avec ses superbes musiques de Tanaka Koe, quoi, des musiques de fou. C'est merveilleux, quoi. Évidemment, tu pleures quand tu vois ça, c'est génial. Et là, bah, la purée avec le beurre, avec la crème fraîche, le poivre et le sel, c'est One Piece. Et à côté, la purée qui a pas de goût, c'est Dokito le petit vampire, c'est Braxmax le barbare, je sais pas, les trucs américains et les trucs français. Donc tout est logique en fait. Donc après, il y a un problème générationnel et un problème de culture. Et vous voyez que la culture, ça fait beaucoup. Mais il faut oublier le mot culture tel que l'école nous l'enseigne. La culture, c'est pas, c'est pas, enfin la culture dont je parle, c'est la culture de la fiction. En fait, il faudra que je rajoute culture fiction. Voilà, c'est la culture fiction. Ouais, c'est ça. On va appeler ça la culture fiction. Parce qu'après, il y a la culture généraliste. Voilà, il y a les gens qui connaissent toutes les villes de France. Les mecs sont capables de dire, de connaître tous les départements de France. Je suis nul là-dessus. Donc du coup, moi, je peux dire que j'ai zéro culture en fait. De la culture générale, je suis nul. Mais la culture fiction m'intéresse. Voilà. Il y a Static Shock qui dit ça fait quelque temps que j'ai ma religion. C'est toi qui m'avais donné l'idée dans une objection un peu vieille ou dans un recensement de religion, tu avais dit être Jedi. Ah bah voilà, tu es Jedi, c'est cool. Alors je sais pas comment on dit pour les, parce que moi du coup on peut pas dire athée, ça marche pas. Parce que je crois en Athéna, du coup je suis athée. Mais non, comment on peut dire, je sais pas. Elle a plein de noms Athéna. Faudrait trouver un nom. Bah, il y a Minerve pour les Romains. Alors Pallas, on l'appelle Pallas Athéna, mais c'est pas vraiment son nom. En fait, Pallas c'était une amie d'Athéna, qu'elle a tuée d'ailleurs, je crois. Genre il y a eu un accident, et du coup elle a fait une statue, la statue de Pallas. Il y a Trito Geneia, je crois. Du fait qu'à un moment, je crois qu'il y a
il y a une des histoires d'Athéna qui disent qu'elle elle serait née dans un lac, le lac des trois Tritons, un truc comme ça, donc Tritogénéia. Il y a quoi d'autre? Elle a plein de noms, c'est le problème. Parthénos aussi, comme le Parthénon c'est son temple en fait. Parthénos la Vierge aussi. Elle a plein, je sais pas comment, les Parthénosiens, je sais pas. Les apartés, c'est pas mal. Les partés, c'est la fête. Le parler, c'est le party en anglais. Les Québécois pour dire la fête ils disent parler. Ah, je le prononce mal. Parler. Faudrait le prononcer bien. Mais ouais, une partie quoi. Ouais, les pardés c'est pas mal du coup. Je sais pas. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'avoir un nom? Non. Juste le dieu c'est suffisant. Ah, attendez, oh là là! Vous avez raconté beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Je me rends compte que je suis très loin. Je suis dans le passé là en fait du live. Alors, du coup, je suis obligé de remonter les gars. Je vais essayer. Si je vois de temps en temps un petit message, je le lis. Je vois Statistic Shock qui me dit: Je me souviens une fois en débat au cours de français, on m'a accusé de dire des mots compliqués pour les embrouiller. Les mots en question étaient ramification et déboire. Et ben voilà, on est dans Idiocratie. Voilà, bienvenue dans Idiocratie. Et revoyez Idiocratie, hein. Franchement, c'est. Moi je le dis, ce film est un documentaire. À l'époque, quand je l'ai vu, les gens me disaient, mais c'est horrible, c'est le futur, quoi. Et je disais, non, non, c'est le présent. Je dis, c'est le présent, on y est déjà, hein. Voilà. Ah, Isamalgo qui dit un truc très intéressant. Il dit, c'est marrant, car quand j'étais au collège, tout le monde voulait aller aux USA. Maintenant, les mêmes détestent ce pays. Tu as raison. Et c'est très intéressant, ça. Parce que nous, en fait, on a été bernés par ce pays. Les Américains sont arrivés avec leur Coca-Cola, leur chewing-gum et leurs films. On les a tous admirés. Quand à mon âge, très jeune, on découvre l'Empire contre-attaque au cinéma, c'est-à-dire, je sais pas, j'avais 7 ans peut-être, je sais pas, j'étais vraiment très jeune. Tu sors de là, tu te dis les mecs qui ont fait ça, c'est des génies. Le pays qui a produit ça, je veux vivre là-bas. Et c'est normal. Les gens, ils disaient, bah, c'était un pic technologique, quoi. Ils faisaient des films plus beaux que les nôtres, ils avaient des buildings. C'était, on aimait les États-Unis. Et puis les Américains, surtout, avaient déjà des liens avec la France. Ils avaient déjà la même mise sur la France. Rappelez-vous que De Gaulle, quand il y a eu le débarquement, euh, c'est des combines de politiciens. De Gaulle pour être, parce que De Gaulle, il n'était pas encore président. C'était, rappelez-vous, c'était Pétain qui avait offert la moitié de la France. Et De Gaulle, c'était un général. Et De Gaulle, pour être élu président, il a contacté les Américains et il leur a dit, écoutez, on va faire un truc. Vous allez me laisser le jour du débarquement. Ne débarquez pas sur Paris. Vous allez avec l'armée française, c'est moi qui débarquerai sur Paris. On fera un défilé avec l'armée française. Et les Américains ont accepté. Donc il a dû dealer avec eux, je sais pas ce qu'il leur a promis en échange. Mais à mon avis, si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les États-Unis qui ont la même mise sur la France, c'est en partie avec ce genre d'accord. Il y en a eu beaucoup des accords comme ça, mais on va dire que ça, c'est peut-être un des premiers. Et donc, après le débarquement, qui défile dans Paris avec l'armée française? De Gaulle. Du coup, les Français se disent: waouh, on est sauvé par De Gaulle qui est en Angleterre, rappelez-vous, puisque pour échapper au nazisme, et c'était pas le seul, hein, il y a beaucoup de chefs d'État qui ont quitté leur pays, parce que dealer avec Hitler c'était compliqué. Pétain, pour lui ça allait, parce que Pétain, je vais pas dire qu'il était antisémite, mais il aimait pas trop la franc-maçonnerie, il aimait pas trop tout ce qui était un peu judaïque, tout ça. Voilà. Donc lui, il pouvait discuter avec Hitler. Mais De Gaulle, non. Donc De Gaulle, il a fait ce qu'il fallait, il est parti en Angleterre. Et son but, De Gaulle, c'était de réunir des hommes pour revenir en France. En fait, son but, c'était, alors c'était compliqué avec les Anglais, il essayait de bosser avec les Anglais, et il invitait tous les soldats qui voulaient se barrer de France à venir, en fait. Il essayait de recréer une armée pour essayer d'attaquer Hitler. Donc ça pour lui, il a ça pour lui, De Gaulle. Parce que c'était un chef d'État malin, en fait, c'est quelqu'un qui voulait être président, le général de Gaulle. Et en fait, il a beaucoup intrigué, au sens de. Pas d'intrigant, au sens de mener des intrigues. Il a utilisé beaucoup de techniques de combine pour plaire aux Français et obtenir son poste. Vous allez voir, par exemple, il y a une. On pourrait parler d'un truc, je ferai peut-être une parenthèse après là-dessus. Mais donc, il a défilé, bah, ça c'est une combine. C'est-à-dire qu'il est devenu l'image de la libération, sachant qu'il était en Angleterre, il a rien pu faire pour libérer la France, c'est les Américains qui ont libéré la France. Mais il a récolté, encore une fois, il a volé les rires. Les Américains ont débarqué, ils ont chassé les Allemands. Et qui défile à Paris, alors que c'est pas l'armée française qui a libéré le pays? De Gaulle.
Et donc De Gaulle, du coup, va être élu président. Voilà, grâce à ce coup d'éclat, parce qu'il a brillé aux yeux des Français. Mais c'est une combine. C'est-à-dire qu'il s'est accaparé la réussite des Américains. Les Américains n'avaient aucun intérêt à s'accaparer leur réussite. Donc il a dû promettre un truc avec eux, il a dealé avec eux, et c'est lui du coup qui est devenu président. Plus tard, quand il sera plus vieux, vous voyez, pour que vous compreniez bien le personnage de Gaulle, plus vieux, à un moment, il y a des jeunes qui arrivent, entre autres il y a Pompidou. Pompidou, c'est un conseiller qui est choisi par De Gaulle, et Pompidou, De Gaulle le choisit parce qu'il se dit j'ai rien à craindre de ce mec-là. Parce que quand tu es au pouvoir, tu ne t'entoures pas de gens trop intelligents parce que tu sais qu'un jour ils te prendront le pouvoir. Et il prend Pompidou parce que Pompidou c'est un mec honnête. Et il dit ce mec-là, j'aurai rien à craindre. En plus, il a un nom ridicule, Pompidou. Personne ne votera pour un type qui s'appellera Pompidou. Et il se trouve qu'à bout d'un moment, Pompidou se présente et il devient un véritable adversaire de De Gaulle. Et Pompidou, il a un coup de génie. Il se dit, pour être élu, il se dit je vais créer une menace. Je vais faire croire aux Français qu'il y a une menace et que moi je peux les en protéger. Comme ça, je serai élu. Et il fait un truc malin. Alors, il faut poser un contexte. À l'époque, le communisme en France, il était mort. C'est-à-dire que les communistes, c'était des mecs qui étaient dans leur coin et qui ne foutaient plus rien. C'était juste des communistes, mais c'était des gars, il n'y avait rien à craindre d'eux, quoi. C'était un mouvement plus intellectuel, on va dire. C'était plus du marxisme, c'était plus dans l'écriture, dans la pensée marxiste, que dans la pratique politique. C'est-à-dire que voilà, le communisme, il faisait rien. Mais avant ça, y a des histoires communistes en Russie qui ont marqué le monde, avec principalement Staline, Lénine, etc. Enfin, surtout Staline, qui était une espèce de dictateur, c'était un monstre. Et donc les gens avaient peur de ce qui s'était passé en Russie. Donc l'idée de Pompidou, c'est de faire croire que les Russes, le communisme russe, va rentrer sur le pays, va arriver en France, et va imposer ses contraintes. Et donc il a créé une menace communiste qui n'existait pas, et qui a fait que mes parents, que les parents de beaucoup de gens avaient encore peur des communistes à cause de Pompidou qui a fait croire que les communistes étaient dangereux alors que c'était plus le cas. Il a dit les communistes vont venir, ils vont s'emparer de Paris, et donc il a diabolisé les communistes et il a fait défiler des chars énormes, les plus gros chars français, dans Paris, pour donner une impression d'état d'alerte. En vérité, il n'y avait aucune menace. Et De Gaulle a compris qu'il avait aucune chance contre ce mec. Il s'est dit, il est trop malin. Il va encore plus loin que moi. C'est-à-dire que moi, je suis fort. Moi, je les ai embobinés, les Français, mais alors lui, pas mal. Et il réfléchit et il se dit, et il se rappelle, d'avoir contacté les Américains pour défiler dans Paris avec l'armée, pour faire croire qu'il était le libérateur de la France et du coup avoir la présidence. Et il se dit, mais je suis pas si vieux, je peux encore avoir des idées comme j'ai eu à l'époque. Et il se dit, je vais profiter de l'idée de l'autre et je vais faire encore mieux. Et donc, De Gaulle prend le micro et il prend la parole et il dit aux Français, effectivement, il y a une menace communiste, mais moi, je vais faire mieux. Pour vous protéger, je vais faire intervenir. Alors c'était une grosse armée, c'était une espèce d'armée indépendante, c'était des espèces de mercenaires et qui étaient considérés à ce moment-là comme une armée surpuissante. Il se disait parce qu'il avait des contacts avec ces gens-là et il disait je ferai intervenir les mercenaires alors c'était pas que les mercenaires, hein, il y avait une grosse armée, je crois qu'il y avait un lien avec l'Allemagne en plus. Bref, c'était un truc impressionnant, qui était plus impressionnant que l'armée française. Et De Gaulle balance ça. Donc vous voyez, pour avoir la place, les présidents sont prêts à toutes les bassesses, ils sont prêts à vous mentir, et ils ne font que ça en fait. Et donc ça vous permet de comprendre qui était De Gaulle, qui était Pompidou, qui était Pétain. C'est juste des gars qui se battaient, c'est du jeu vidéo. Leur but c'était juste d'être président. Et De Gaulle, il a menti toute sa vie pour être président. Après, dans le contexte des présidents, c'est pas un mauvais président, De Gaulle. On a eu pire que lui, mais il a fait des choix déplorables. Par exemple, la France a évidemment par rapport à l'Algérie, par exemple, l'Algérie c'était une colonie française, et les Français avaient découvert des puits de pétrole en Algérie. Et quand les Arabes ont décidé de reprendre leur pays, et donc de chasser ce qu'on appelait les pieds noirs, les Français d'Algérie, ce que le pouvoir, ce que les politiciens perdaient le plus, c'était pas la terre, c'était le pétrole. Et, oui. Et donc ils ont essayé de dealer avec les Arabes en leur disant attendez, vous êtes gentils, c'est votre pays, mais nous c'est nous qui avons trouvé les puits de pétrole. Et les Arabes ont répondu oui, mais ils sont dans notre terre, donc ils sont à nous. Donc c'est encore une fois, vous voyez, c'est une. Donc quand les politiciens disaient oui, Algérie française, en fait ils en avaient rien à foutre de savoir que les Français allaient être kickés d'Algérie. C'était pas du tout pour les Français que faisait ça, que le gouvernement faisait ça. C'était pour les puits de pétrole. Voilà. Donc à partir du moment où les puits de pétrole ont été perdus, la guerre était perdue. C'est-à-dire que l'Algérie était, qu'elle soit arabe ou française, le gouvernement il n'avait rien à foutre. Lui ce qu'il voulait c'était juste les puits de pétrole. Donc je suppose qu'ils ont dealé
avec les chefs d'État algériens, qui sont souvent des chefs d'État pas cool, en plus. Donc ils ont dû dealer avec eux pour récupérer peut-être une part des puits de pétrole, ou je sais pas. Ils ont dû dealer avec eux, et après ils ont abandonné le pays en se disant, bah c'est pas grave. Et du coup, tous les Français qui avaient été encouragés par le gouvernement français, tous les Français qui étaient partis en Algérie pour construire la colonie, c'est-à-dire ils avaient créé toute une ville, enfin il y avait Alger, etc. Il y avait une belle capitale, hein, c'était un beau pays à ce moment-là, l'Algérie. Bon après, évidemment, 90% du reste tout autour, c'était pas encore complètement civilisé, mais c'était une partie qui faisait vraiment française, quoi. Et tout ça, ça a été kické. Et donc, t'as tous ces gars qui sont arrivés en France, en plus qui ont été mal vus par les Français. Donc, c'était ce qu'on appelait les pieds noirs. Donc, les mecs qui arrivaient en France, il y avait aussi les harkis, qui étaient ceux qui étaient du côté des Français, qui étaient donc des Arabes du côté des Français, qui étaient mal vus, même. Du coup, ils étaient mal vus par les Arabes de leur pays, ils étaient mal vus par les Français, parce que les Français considéraient qu'ils venaient leur voler leur travail. C'est horrible. Donc, les pieds noirs, qui étaient des Français, qui étaient partis en Algérie. Pour construire une belle ville en Algérie, ils sont rapatriés en France, ils sont mal vus par les Français alors que c'est des Français. Et les Français disent ouais, ils viennent nous voler. Donc c'est horrible. Un pied noir, c'était un Français qui était parti en Algérie, qui a été ramené en France et qui du coup ne trouvait pas de travail parce que ils étaient déconsidérés, parce que, enfin, ou alors, c'est pas qu'ils trouvaient pas de travail, il y avait une ambiance dégueulasse et qu'on les traitait comme des moins que rien alors que c'était des Français. Vous voyez donc les histoires de racisme c'est compliqué. Vous voyez que c'est, comme je vous le disais, c'est pas un problème de racisme, c'est plus un problème d'argent et de moyens. C'est-à-dire que les Français rapatriés en France, donc qui n'ont pas d'argent et qui doivent trouver du travail en France, sont considérés comme des Arabes. Alors que c'est des Français. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça n'a rien à voir même avec la religion. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est juste qu'ils n'ont pas de boulot, il faut qu'ils trouvent du travail. Et là, les Français les considèrent comme des moins que rien. Et ils disent, ils nous volent notre travail. Hein, la fameuse phrase qu'on entend souvent dans South Park, ils nous volent notre travail. Alors que c'est des Français. Donc vous voyez bien que c'est la preuve absolue que la religion, la race, l'ethnie n'a rien à voir. C'est donc pas du racisme. Il faut trouver un autre mot. C'est juste que les gens qui ont des privilèges ne supportent pas ceux qui sont en dessous qui n'ont pas ces privilèges. Et ils feront tout pour les écraser et et faire en sorte qu'ils n'aient jamais les mêmes privilèges qu'eux. Et ça, c'est l'humain. Il y a une espèce d'analogie comme ça dans South Park. C'est Cartman qui accepte d'aider c'est Madame la maire, la responsable de la ville. Il accepte de l'aider, mais en échange, il veut un iBot. Vous savez, le petit robot japonais, le petit chien. Et elle accepte. Et à la fin de l'épisode, donc il l'a aidé, il a son robot chien, et Madame la mère a offert un chien aussi à Kyle et à Stan. Et Cartman se retourne, et quand il voit ça, il est fou de rage. Et il dit non, c'est hors de question. Et genre, je sais pas s'il détruit pas son iBot et il se casse. C'est-à-dire qu'en fait, son bonheur à lui, c'était pas juste d'avoir l'iBot, c'est que les autres l'aient pas. Et l'humain, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur d'un mec, d'un possédant, le bonheur d'un gars fortuné, c'est pas sa fortune. Puisque de toute façon, il peut même pas la quantifier. C'est des milliards, des milliards, des milliards. Non, c'est de savoir que lui, il a ça, mais que vous n'avez rien. Et donc, je le redis, ce que les gens appellent du racisme, c'est du communautarisme. Et c'est de l'anthropomorphisme, en fait. C'est-à-dire que c'est une façon de faire de l'humain. L'humain, quand il a quelque chose, il crée une auto-élite, en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont... mettons, un mec, juste, même pas besoin d'être très riche, hein. Mettons, on va dire, les smicards. Vous voyez, les gens qui touchent le SMIC. Mettons que tout le pays touche le SMIC. Et bah, t'as un gars qui arrive, il a pas de travail, il touche pas le SMIC, il sera déconsidéré. Et c'est pas une question de race. Il peut être blanc, il peut être rouge, il peut être vert, ça changera rien. Pourquoi? Parce que le mec à le SMIC, il se dit ah non, il va me piquer mon travail, ou alors il va me demander de l'argent. C'est surtout ça le problème. C'est comme toujours, depuis la naissance de l'humanité, c'est les possédants et les dépossédés. C'est aussi simple que ça. C'est simple et complexe. C'est complexe parce qu'on nous a coché, voilà, il y a le racisme, il y a l'antisémitisme, on a collé plein de noms à tout ça, mais en fait à la base c'était très simple. Il y a celui qui a et celui qui n'a pas. Et celui qui n'a pas, il est considéré comme lépreux. Il est considéré comme ayant une maladie. On l'aime pas, il pue, on a envie de le tuer, on veut le virer de notre pays. Mais qu'importe sa race, qu'importe sa religion, ça marche sur tout. Je vous l'assure, hein, vous prenez la France, vous la coupez en deux, vous faites une France riche, à la Monaco, d'accord? Vous voyez Monaco? Vous faites une France, ça devient, la moitié de la France devient Monaco. Elle devient monégasque. Donc vous avez la moitié de la France. Et l'autre moitié de la France, vous retirez tout l'argent. D'accord? Elle devient pauvre. Elle devient, mettons, africaine. Mais c'est toujours des Français, hein, on est d'accord. Hein. Mais on appelle ça territoire d'Afrique. Et l'autre, on appelle ça territoire monégasque. Ok? Croyez-moi, et ça, je sais que vous allez avoir du mal à croire, mais que le territoire des Français, le territoire africain, il ne pourra jamais franchir la frontière qui les sépare
du territoire français monégasque. Parce qu'à peine ils la franchiront, qu'on les renverra. En disant, ah ben non, vous êtes pauvres, vous rentrez pas. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec la race. Encore une fois, c'est un problème de bien. Vous savez, quand on dit les hommes de bien, aujourd'hui, vous entendez les gens qui font le bien. Mais en fait, non. C'est une vieille expression qui signifie les gens qui ont du bien. Les gens qui possèdent. Et ouais, les hommes de bien. Et elle a même, c'est une expression qui s'est déclinée. Et on dit les honnêtes gens. Les honnêtes gens, c'est une vieille expression qui parle des possédants. Les honnêtes gens, c'est les hommes de bien, les hommes qui possèdent du bien. Et donc, vous voyez, c'est trop fort. Quand vous lisez de l'histoire française, aujourd'hui, vous avez même pas les codes pour comprendre exactement ce qui est écrit. Parce que quand vous allez lire les hommes de bien ou les honnêtes gens, vous allez dire, ah, c'était les gens bien. Non, pas du tout. C'était des Macron, c'était des Napoléons. Voilà, Napoléon était un homme de bien, de beaucoup de bien d'ailleurs, il était très riche. C'est ça les hommes de bien. Les rois étaient des honnêtes gens. Enfin, plus les possédants, plus la petite bourgeoisie ou même la grande bourgeoisie qui possédait des terres. Autant d'ailleurs ceux qui étaient dans l'immobilier que dans le mobilier. C'est-à-dire autant ceux qui possédaient les bâtiments que ceux qui possédaient la terre sur laquelle étaient fabriqués les bâtiments. Les deux à un moment se sont dit, on va pas revenir là-dessus, mais les deux se sont dit, bon, on a plus d'argent que le roi, pourquoi on lui obéirait? Voilà, et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Parce qu'effectivement, le roi s'est dit, bah oui, les mecs qui possèdent la France, ça va être dur de leur donner des ordres. Et donc c'est eux qui ont commencé à décider et à créer des lois. Et à partir du moment où les gens qui possèdent créent des lois, évidemment ils vont créer des lois qui vont les aider à posséder davantage et qui vont empêcher ceux qui ne possèdent pas de posséder quoi que ce soit. Donc à partir de là, le peuple s'est appauvri et les possédants se sont enrichis. Et aujourd'hui, c'est très très dur de sortir de là, parce que c'est un véritable cancer, c'est un cancer généralisé en plus sur toute la planète, mais entre autres en France. Et c'est très dur de guérir le pays de ce cancer. Parce que les mecs, ça fait des siècles qu'ils créent des lois qui servent leurs intérêts. Et donc il faudrait carrément faire un reset de toutes les lois, quoi. Ça serait très compliqué. Voilà. Alors attendez, je fais défiler le chat. Bon, on va se quitter, il est déjà 1h30, ça fait beaucoup. Ah, je vois qu'il y a une Ivy non, qui est passée, parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais écoutez, elle est arrivée. Je suis dans le passé, là, les gars, excusez-moi. Je remonte. Voilà, je fais défiler le chat. Oh là là. Oh, j'étais très loin. J'étais très très loin. Alors, il y a Il qui nous dit pour le Il 2. Peut-être la Il 2, désolé, mais je pense du coup au film It 2. Ça, le ça de Stephen King. Parce que dans une adaptation, au lieu de l'appeler ça, il l'avait appelé Il. Donc le clown, c'est Pennywise. Je vous rappelle que c'est une créature qui prend toutes les formes et qui fait peur aux enfants pour les dévorer. Voilà. Et il s'appelait ça. C'est-à-dire que les enfants, quand ils en parlent, ils l'appellent ça. Mais il y a une adaptation qu'il avait appelée Il. Ça marche aussi. Il. Et ça ressemble à It, le titre, le vrai titre, parce qu'aux États-Unis on l'appelle It. La chose, quoi, It. Et il y avait. Donc, du coup, quand je vois Il 2, je pense à. Parce qu'il y a eu un film dans les années 80-90 en deux parties. Et où il s'appelait justement Il. Et c'était Il est de retour. Et c'était Il 2. Voilà. Donc voilà. Comme quoi parfois il y a des pseudos qui me font penser à beaucoup de choses. Donc pour le soft power japonais, celui-ci a même un nom, c'est le Cool Japan. Le gouvernement japonais a de toute façon intérêt à valoriser l'export d'un produit, coût de production faible car informationnel, pour sa balance commerciale. Ouais. Il y a Momo Punch qui rajoute fuck les rois. Bon bah voilà, ça mérite d'être court mais direct. Ouais. Non, en fait fuck les possédants. Parce que le roi c'était devenu un outil pour les possédants. En fait, il savait à rien le roi. Les possédants allaient le voir et lui disaient tu fais ça et il le faisait. Et s'il le faisait pas, on lui disait ah, ok, ben on te retire le pognon qu'on a mis dans tes caisses. D'accord. Donc les rois au bout d'un moment ils étaient juste au service des possédants. En fait c'est pas fuck les rois, parce que les rois c'est. Bah Macron c'est un roi en fait. Non c'est fuck les possédants, parce que les vrais dirigeants du pays c'est les possédants. C'est Bernard Arnault, c'est Bernard-Henri Lévy, oui il y a beaucoup de Bernard. C'est c'est Bolloré, c'est Carlos Ghosn, c'est eux qui dirigent le pays. Et il y en a d'autres, hein. Voilà, c'est les grandes fortunes de France qui dirigent le pays. Macron, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre ça, Macron? Macron, c'est un smicard à côté d'eux. C'est un smicard. Même pire, il a le RSA à côté d'eux. Quand ils vont le voir, Macron, il se met à genoux, et croyez-moi, ils sont obligés Non, c'est un peu gore, je vais pas dire ça, mais... Il voudrait leur faire des choses, Macron, vous voyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ils disent, non, petit... Ah, c'est un pauvre, hein. Pour eux, c'est un pauvre. C'est-à-dire que Macron vous voit, vous et moi, hein, comme eux voient Macron. Si ça peut vous permettre de comprendre. Voilà, donc non, non, c'est eux qui dirigent le pays. Il y a Zwok9 ou Zwok9 qui dit c'est Bernard Arnault dans Orion. Bah, tu as lu le tome 4? Parce que dans le tome 4, il y a déjà il y a des possédants qui apparaissent. Parce que dans le tome 2,
on voit la royauté, donc on voit nos présidents. Et dans le tome 4, il y a ceux qui leur donnent des ordres qui apparaissent. Ah, c'est important ça. Il faut suivre. Hein. Dans le 4, il y a les possédants qui apparaissent. Et là, ça devient plus intéressant. Et Misama dit, ça me rend toujours fou quand les libéraux prennent la notion de liberté. La liberté de faire de l'argent sur le dos des exploités. Tout à fait. Yamisama dit quelque chose de très très juste, que les gens qui étudient superficiellement l'histoire ne comprennent pas. Quand les possédants parlent de liberté, c'est pas pour le peuple, hein, parce qu'il y a eu un nombre de fois incalculable où les possédants ont vendu des lois qui étaient basées sur les libertés. Mais c'est les libertés du libre-échange, c'est les libertés du commerce, c'est leur liberté de faire de l'argent. Merci Yamisama de rappeler ça, et tout à fait. Voilà un point d'histoire aussi qui est très important. Les libertés prônées et défendues par nos présidents, c'est les libertés de faire plus d'argent que le voisin, c'est tout. Mais c'est pas plus de liberté pour le peuple, hein. Vous c'est le contraire. Puisqu'il faut faire plus d'argent, on va davantage vous enclaver. C'est de l'esclavage pour vous. Ah, il y a Zwok9 qui dit dans Hunter x Hunter c'est les princes. Alors pas vraiment. Dans Hunter x Hunter, le seul moment où j'ai vu un possédant bien défini, c'est dans l'arc Kimara Hunt, et il se fait tuer, et c'est le président de la Corée fictive. Il dit pas que c'est la Corée, il veut pas avoir de problème, Togashi. De ce pays qui ressemble un peu à la Corée. Voilà, c'est ce mec qui se fait tuer par Meluem. Voilà, c'est le seul moment, et c'est pas vraiment un possédant, mais c'est la seule critique politique que s'est permis Togashi. Elle est quand même pas mal, hein. Il fait tuer un dictateur en fait, par Meluem. Je sais plus si c'est Meluem directement qui le tue, mais ça change rien. C'est le seul moment. Mais non, il n'y a pas trop de. Il y a pas de possédant encore. Je réfléchis, hein. Je veux pas dire de bêtises. Je vois pas de possédant. Les Japonais en sont pas. Le niveau de subversivité des mangas, en tout cas de ceux que j'ai lus, hein, je connais pas tous les mangas, n'en sont pas encore là. C'est-à-dire que les Japonais ont bien compris que le pouvoir est corrompu, ça c'est bien, mais ils n'ont pas encore compris par qui. Donc ils ont un peu de retard. Donc les mangas du futur, vous verrez, les mangas de l'avenir parleront des possédants. C'est-à-dire de ceux qui donnent les ordres aux politiciens. Orion fait ça. Voilà. C'est un manga de l'avenir. Je vous l'ai déjà dit, hein, Orion est écrit pour l'avenir. Ah oui, Yamisama dit, mais lui-même fait une critique écologique aussi, on est tout à fait d'accord. Il y a une critique écologique de toute façon dans Hunter x Hunter, ça c'est vrai. Bref, on va se quitter là. Il est 1h30 passée. Comme toujours, je vais vous lire une petite phrase, le bouquin est là. Je vais lire le staff. Alors attendez, je coupe une seconde le micro pour boire une gorgée. Alors peut-être que vous avez entendu moins de bruit dans le dernier podcast, le dernier live. Il y avait un petit bruit qui me dérangeait, que j'entendais. On aurait dit un bruit un peu comme si le câble de mon casque micro heurtait un meuble, vous voyez, de temps en temps. Et ça me rendait fou parce que je l'entendais déjà parfois dans les autres lives. Et j'ai fini par trouver, alors je sais pas si le problème est réglé, mais en fait je crois que c'est le maintien de mon câble au niveau de mon casque micro qui bouge un petit peu et qui fait des petits bruits secs. Mais c'est très léger, c'est pas très gênant. Mais là j'ai pu le caler, donc avec un peu de chance il y aura peut-être plus de problème. Voilà. Mais on l'entend pas trop, c'était pas si gênant que ça. Donc, les crédits, le staff. Il y a 2 heures. Ah voilà, ça commence il y a 2 heures. Ah non, il y a 14 heures. Il y a 4 jours. Voilà. Donc il y a 4 jours, j'ai été suivi par Regegex. Est-ce que ça se dit comme ça? Moi je le prononce à la japonaise, peut-être Regegex ou Regegex, je sais pas. Mais ouais, Regegex c'est pas mal. Regegex c'est pas mal, il y a Rege, on va l'appeler Rege. Regex, c'est le nouveau Rege. Qui m'a suivi, donc merci à Regex. Il y a 4 jours, j'ai été suivi par Sunao. Sunao qui m'a suivi il y a 14 heures. Shadow a renouvelé son abonnement. La classe. Merci Shadow. Voilà, Shadow, comme toujours, grand prince. Altef4 est là et, encore une fois, alors lui c'est celui qui a le truc le plus important. Il écrit, en plus il y a un message. Donc il a renouvelé son abonnement et il écrit, je ne sais plus quoi écrire ici, je vais juste aller retweet ce super nouveau teaser d'Orion. Oh, et en plus il nous rappelle qu'il y a un super nouveau teaser. Même moi je l'ai pas fait. Il fait mieux mon travail que moi-même. Altef4 c'est mon secrétaire. Donc Altef4 vous rappelle qu'il y a un nouveau teaser d'Orion, et il a raison. Et j'ai posté, regardez là, épinglé tout en haut du chat, allez-y, allez voir, cliquez dessus. Allez me partager, pas que liker, allez me partager ce nouveau teaser d'Orion, c'est le teaser du jour, voilà. Où vous allez voir la belle Damis, qui est un peu mise en avant.
Donc il nous dit, je vais juste aller retweeter ce superbe nouveau teaser d'Orion, car bien entendu, en tant que coproducteur de ces lives, je me dois de participer à la publicité de ce manga incontournable. Bah, un grand merci, Alt. Ça me fait plaisir voilà, de savoir que tu es toujours là. Et puis effectivement, Orion a besoin de personnes comme toi qui s'occupent d'Orion. Orion a besoin de soutien, effectivement. Donc si un jour, j'espère qu'un jour je pourrai créer un comité Orion, une maison comme ça, pour que des gens puissent soutenir Orion, des gens puissent travailler autour d'Orion pour créer des wikis, des trucs. C'est un de mes rêves, ça, j'aimerais bien. Voilà, donc en tout cas, voilà, tu es le pionnier de ce domaine. Ensuite, on a FKT Kratos. Donc FKT, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. FKT Kratos, Fit Kratos, je sais pas. On a Kratos qui est là, on va l'appeler Kratos, voilà. Qui m'a suivi il y a 1 heure. On a Juste Vikel qui est là aussi, qui a renouvelé son abonnement. Voilà, donc merci Juste Vikel. Merci Fit Kratos, grand merci LTF4, un grand merci à Shadow aussi, qui sont des piliers en plus du live. Merci à Suno, voilà, qui m'a suivi. Merci à Regegex. Ça me fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir de savoir qu'on ne crie pas dans le désert, que je ne parle pas dans le vide, voilà. Je retourne à ma place pour vous lire la petite phrase, et je vous laisse avant de retourner jouer à Diablo. Il y aura des choses à dire. Je me tâte, je pense que je ferai un live sur Diablo, peut-être dans la semaine, je sais pas. Mais à un moment, j'aimerais bien atteindre le niveau 85 avant, je suis 82. Pourquoi? Parce que 85, d'après mes calculs, c'est mon level cap en fait, c'est mon soft cap de mon build. C'est-à-dire que c'est là, à partir de là, le reste m'intéresse moins. Évidemment, c'est toujours cool de pouvoir avoir plus de puissance d'attaque, d'avoir plus de choses, etc. Mais il y a, en gros, j'aurais quand même fait l'essentiel de mon build. Sachant que je trim plus pour aller de 80 à 85 que je n'ai trimé pour aller du niveau 30 à 70. C'est-à-dire qu'à partir de 80, il faut vraiment beaucoup d'XP et je trouve que là, c'est too much. Voilà, donc ça va, le jeu me plaît, donc je continue sans trop me poser de questions. Je grinde pas forcément, ça grinde naturellement pour l'instant. Mais je pense que je peux au moins aller jusqu'au niveau 85 et ça tombe bien parce que j'aurai pile les points qui me manquent pour terminer les derniers nœuds du build que je me suis conceptualisé sur le jeu. Bref, on en parlera peut-être davantage si je fais un live spécial gameplay sur Diablo 4. Je vous donne rendez-vous comme toujours à la prochaine objection. Voilà, je vous rappelle que je vais l'écrire soit cette semaine, soit la semaine suivante. Ça va dépendre parce que j'aimerais bien corriger, et oui, j'aimerais bien faire les corrections d'Orion. Donc je vais voir si je peux les faire cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrai directement attaquer le nouveau podcast pour Patreon. Je vous rappelle que les podcasts sont sur Patreon. Ils durent tous 4 à 5 heures. Et il y a de la musique, il y a des chansons. On y parle on parle avec précision des sujets, pas comme je le fais là. Là, je parle... Je raconte n'importe quoi là, je passe du coq à l'âne, j'ouvre des parenthèses dans les parenthèses et d'autres parenthèses encore. Donc non, là c'est carré sur Patreon. Voilà, si les sujets que je soulève souvent vous intéressent, allez sur Patreon parce que voilà, ils sont mieux exposés. Et donc oui, logiquement, vous aurez un nouveau podcast soit dimanche prochain, soit le dimanche d'après. Ça va se jouer, ça va selon mes corrections sur le dernier volume d'Orion, ce qui veut dire que le tome 5 arrive vraiment incessamment sous peu. Enfin, en tout cas pour nous, il sera terminé incessamment sous peu. Après, le problème, c'est que l'éditeur, ça va dépendre de lui, parce que parfois, il peut mettre 1 à 2 mois pour éditer le bouquin. En tout cas, je vous tiendrai au courant, je vous dirai si le bouquin est fini, le temps que ça prendra pour le diffuser. Et qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, c'est tout. Ah oui, à la fin du mois, il y a un jeu. J'ai envie de lui faire un peu de pub. Il y a Remnant 2 qui arrive le 25 juillet. Voilà. Et Remnant 2, c'est la suite d'un jeu que j'ai adoré, qui s'appelle Remnant from the Ashes. Et je suis content qu'il sorte. Et j'espère que vous le soutiendrez parce que c'est pas un jeu très connu. Et pourtant, c'est. Alors j'attends, il n'y a pas eu de test encore de Remnant 2, mais le premier était tellement bon, je peux pas croire que le 2 soit pas bon, tu voyez. Et en plus, ça sera l'équivalent de Diablo 4. Parce qu'il sera un peu plus open world. Dans le premier, c'était des zones, il fallait prendre des téléporteurs. Là, manifestement, les zones sont reliées entre elles. Donc, vivement, j'ai très hâte. C'est un jeu que j'attends beaucoup. Et il y a aussi Baldur's Gate 3 aussi, qui sort pas loin. Et c'est aussi... alors, je crains que je ne puisse pas le faire de suite, parce que je risque de faire d'abord Remnant from the Ashes 2. Mais c'est un jeu que j'attends depuis longtemps en version définitive, hein, parce qu'il était déjà en Early Access, Baldur's Gate 3. Et ouais, pareil, c'est un jeu pour lequel j'ai envie de faire de la pub parce que c'est l'Ariane Studio qui le fait, c'est un très bon studio. Et de même, c'est un très bon studio qui fait c'est Gun Game, ils ont un nom comme ça. Le studio qui fait Remnant 2. Et c'est marrant parce je crois qu'ils sont distribués, ils sont édités par Gearbox. Et Gearbox, c'est une boîte c'est la boîte qui fait Borderlands, voilà. Donc c'est marrant parce que c'est une boîte qui fait des jeux qui va produire,
qui va éditer un jeu. Et je trouve ça, même le produire, je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est les jeux que j'attends le plus. Et puis on le sait tous, dans quelques mois il y a Starfield. Et la fin de l'année, il y a au moins Stalker 2, voilà que j'attends. Mais voilà, cette année est vraiment remplie de beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux. Voilà. Ouais, c'est Remnant 2, voilà. Le nom entier c'est Remnant from the Ashes 2. Ouais, il y a Blasphemous 2 qui est très beau aussi, effectivement. Tu fais bien de le dire, Docteur Lachat. Je t'appelle Lachat pour la censure. Je voudrais pas avoir des problèmes avec. On m'a dit que sur Twitch, dès qu'on est un peu vulgaire, un peu grossier, on peut avoir des soucis. Voilà. Il y a Zenek qui nous dit l'été est chargé et il écrit l'été presque comme le fleuve des morts. Il manque un H, pas loin. Du fait que tu as oublié un apostrophe, tu as presque écrit l'été comme le l'été, voilà, le lac des morts. Ce qui est plutôt intéressant. Ah, il y a Midome qui nous dit je suis toujours au Midome qui nous dit je suis toujours sur Zelda et je peux comprendre parce que Zelda, j'attends le Zelda avec une nouvelle technologie. J'attends le Zelda de la nouvelle console de Nintendo, mais celui-ci est meilleur que Breath of the Wild et c'est fort d'avoir réussi à faire ça. Donc oui, si y a un jeu, je recommande Zelda. Par contre, je recommande pas Diablo 4. Mais moi, je joue qu'à Diablo 4 et je joue pas à Zelda. Voilà, comme quoi. Et je le redis, je considère que Diablo 4 c'est un peu c'est un jeu qui m'est très personnel. Je sais pas comment l'expliquer. C'est mon. Comme on dit, vous savez, quand on pratique une œuvre mais qu'on a un peu honte de le faire, c'est mon plaisir coupable. Voilà. Mais je conseille Zelda. Je ne joue pas à Zelda, mais je vous recommande Zelda Tears of the Kingdom. Par contre, je joue à mort à Diablo, je suis niveau 82 comme vous le voyez, qui a 100 niveaux au max. Et je joue à mort à Diablo, mais je peux pas vous le recommander. J'ai envie de dire que, mais j'en parlerai dans mon prochaine objection, mais en gros, j'ai l'impression que Diablo c'est un jeu de vieux. Et que Zelda c'est un jeu de jeunes en fait. C'est un jeu attrayant, coloré Zelda. C'est un jeu pour les esprits aventureux, voilà. Diablo c'est que du calcul, c'est des fenêtres Excel. Et vous passez votre temps à calculer les puissances des armures, vos builds, etc. Donc c'est pas jouissif en fait Diablo en vérité en termes de jeu. Mais moi c'est là où je trouve mon plaisir, alors c'est compliqué. Voilà. Bref, ouais, guilty pleasure en anglais, plaisir coupable. Donc comme nous dit Katera. Bref, on se laisse là. Ah, juste avant, je vous l'ai dit, je vais vous lire une petite phrase, donc vous allez m'entendre lancer les dés. Je vous rappelle qu'il existe un manga qui s'appelle Orion en 5 tomes sur Amazon. Enfin sur Amazon, à la Fnac, hein. Enfin bref, même vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez le chercher autour de chez vous, hein, si vous avez, je sais pas moi, des supermarchés, des librairies. Et si vous voyez Orion, faites-moi plaisir, prenez une photo. Si vous le voyez dans un rayon, prenez une photo d'Orion, envoyez-la à moi sur Twitter et je vous partagerai. Voilà. Donc, j'ai 336. Donc, je viens de lancer les dés, je sais pas si vous l'avez entendu. Et je vais choisir la phrase 336 dans un livre qui s'appelle Pensée laconique. La vérité est un mensonge qui nous plaît. Qui vient de sortir en version étendue. Il y a une nouvelle édition là, qui est disponible maintenant sur Amazon. Vous pouvez aussi la récupérer pour pas grand chose. J'ai mis le moins cher possible en version dématérialisée. Mais pour la version papier, Amazon ne me permet pas de baisser le prix. Parce qu'ils doivent acheter du papier, l'encre, etc. Tout ça coûte cher. Du coup, le prix minimum que j'ai pu mettre, ça ressemble à un prix maximum. C'est-à-dire que il coûte cher, je crois qu'il coûte enfin plus cher que ce que j'aurais espéré. Mais il doit coûter 7-8 euros. Et parce que les prix ont augmenté en plus, du papier et de l'encre. Alors que vous pouvez l'avoir à peut-être 2-3 euros en dématérialisé. Je vous conseille quand même de prendre la version papier. Parce que c'est mieux, les livres en papier. Moi je trouve ça plus classe, on peut les ranger. Voilà, avoir un support papier c'est toujours beaucoup mieux. Voilà, et donc voilà, vous pouvez le trouver entre autres sur Amazon. Je crois qu'il est exclusif à Amazon lui par contre. Orion vous pouvez le trouver partout, mais les pensées laconiques sont exclusives à Amazon. Vous pouvez les trouver que sur Amazon pour l'instant. Donc je disais 336. Donc je vais vous lire la phrase 336. J'y suis. Alors, phrase 336. On devrait échanger une moitié du courage de dire ce qu'on pense contre une moitié du courage de faire ce qu'on dit. Je vous la relis plus calmement. On devrait échanger une moitié du courage de dire ce qu'on pense contre une moitié du courage de faire ce qu'on dit. Je vous laisse y réfléchir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez un petit peu. Allez écouter Henri Guillemin, un historien hors pair qui va vous permettre de comprendre que l'école vous a menti sur beaucoup de sujets. Allez écouter Franck Lepage. Allez écouter plein de gens intéressants et brillants. Pas que de jeunes influenceurs. Allez écouter des gens âgés, des gens qui ont une vraie expérience de la vie.
des gens qui ont une grande culture, parce que quand on a de l'âge, c'est qu'on a lu beaucoup, beaucoup de bouquins. Voilà. Allez écouter des gens bien, allez écouter de la culture, de l'histoire. Voilà, renseignez-vous. Si vous voulez avoir une pensée politique, il faut d'abord essayer d'avoir une conscience de classe, on en parlait. Et pour avoir une conscience de classe, pour comprendre le principe des classes en France, eh bien, il faut comprendre l'histoire de France. Donc lisez les deux révolutions françaises d'Henri Guillemin, ou allez écouter ces podcasts sur Robespierre, sur la Révolution française. Ça vous donnera peut-être envie d'acheter le bouquin. C'est brillant. Et sinon, Franck Lepage pour l'initiation à la politique, c'est très bien. Voilà, Franck Lepage, allez écouter son spectacle La culture, ils ne l'ont pas voulu. Il a un livre aussi, que j'ai acheté là récemment. Je savais pas qu'il y avait un livre. Je regrette parce qu'il n'y en a qu'un, j'aurais aimé qu'il fasse la suite. Je sais pas s'il la fera. Et donc c'est la culture populaire vue par Franck Lepage, c'est très intéressant. Voilà. Bref, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye tout le monde.